J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Cindy, bienvenue dans Alors c'est quoi ton histoire ? Merci. Bienvenue dans ce podcast où on apprend à découvrir les gens. On apprend à découvrir leur histoire, ce qui les a construits et vers où ils vont. Mais avant d'aller plus loin, on va toujours commencer par un clap. Donc si tu veux, on le fait ensemble, on voit à quel point on est synchro tous les deux. Allez. On est sur la même longueur d'onde ou pas ? Je pense, sur la même fréquence. 1, 2, 3. Petit décalage. On l'a fait. 1, 2, 3. Ah là là. Oh là là. C'était à l'unisson. C'était à l'unisson, incroyable. Parfait. Même là, c'est un bon début là. Même là, le parfait était aussi... Synchro. Comme les instruments, on s'est mis sur le même la. Exactement, voilà. Exactement. Eh bien, Cindy, première question. Ton prénom ? Je m'appelle Cindy. Voilà. Ton âge ? J'ai 30 ans. Alors ça, je sais pas, ce sera coupé au montage, mais... non, je rigole. Non, je rigole. Je suis fière de mon âge et on en parlera d'ailleurs à la transition des 30 ans, donc non, y a pas de souci. C'est vrai. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, je suis réalisatrice. Réalisatrice, pour rappel, c'est faire des films, c'est écrire des histoires et les mettre en images, les mettre en scène, imaginer des histoires et en faire des films. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire des films ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire des films ? Alors, pour être tout à fait honnête, de base, je voulais travailler dans l'astronomie. Je voulais travailler à la NASA. C'était mon rêve d'enfant. C'était de travailler dans les étoiles. Pas être astronaute, mais plus du côté dans l'étude des étoiles à la NASA. J'avais un truc avec la NASA. Et du coup, j'avais à 13 ans, j'avais des posters de Curiosity, du robot Curiosity dans ma chambre. Et non, en fait, c'est un jour ma sœur qui est venue, qui m'a ramené une brochure de New York, d'une école qui s'appelle la New York Film Academy, qui pour apprendre à devenir acteur de base. Ça a commencé par l'acting, vraiment l'acteur. Et c'est là où j'ai décidé, j'ai fait un petit caprice d'adolescente de 18 ans et j'ai dit à mes parents, let's go, je pars à New York pour devenir actrice de cinéma d'Hollywood. Enfin vraiment, j'étais vraiment dans un délire. Ouais, j'adorais la magie du cinéma parce que finalement, j'ai compris avec le temps que ce que j'avais par-dessus tout, c'était la magie. C'est révéler la magie du réel finalement, ce qui me poursuit encore aujourd'hui dans mon travail. Et on va en parler. Et on va en parler, tout à fait. Et du coup, la magie des étoiles, finalement, j'ai voulu la transposer dans la magie de la mise en scène, finalement. Et à partir de là, donc, je suis partie à New York à 18 ans. J'ai fait des études de cinéma pour devenir actrice. Mais au cinéma, on t'apprend un peu, à New York, pardon, on t'apprend un peu tout. On t'apprend aussi à être réalisateur en même temps. Et j'ai poursuivi mes études à Paris et j'ai décidé, à cet instant-là, pour des raisons qu'on évoquera ensemble après, si tu veux, de passer en fait derrière la caméra, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, être actrice, ça demande des fois des concessions un peu lourdes, en tout cas en début de carrière, et j'ai préféré ne pas les faire. Je me suis dit, je vais plutôt me faire connaître en étant derrière la caméra, en exprimant finalement mon intérieur par mon intellect et non pas forcément mon corps, on va dire, et voilà, tout simplement. Et quels sont, parce que je me disais que peut-être que je vais l'aborder plus tard, mais comme t'en parles là, quelles sont les concessions pour toi que tu n'étais pas prête à faire à ce moment-là ? Franchement, pour entrer dans l'art, c'est le cas de le dire, je voulais pas. En fait, il y a beaucoup de rumeurs, mais qui sont réelles finalement dans le cinéma. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est un milieu qui est très masculin. Les producteurs sont masculins. La majorité, on va dire, il y a des productrices féminines, mais beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que surtout quand on est actrice, finalement, on devient un peu l'objet du désir du réalisateur. C'est ça qui transpose finalement un peu ses fantasmes sur ses acteurs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats dans le cinéma à ce sujet. Et moi, c'est vrai que je l'ai un peu expérimenté à 18 ans, où finalement,
ça te met dans des positions, dans des endroits où t'as pas envie d'y être en tant que femme, tout simplement, pour rester soft. Et j'ai eu un aperçu de ce que ça pouvait être d'être actrice de cinéma à 18 ans. Et j'avais pas les armes. J'estimais que j'avais pas les armes pour me protéger de tout ça. Et clairement, j'avais pas envie de continuer dans cette voie. Et je me suis dit vraiment, le fait d'être derrière la caméra, c'est moi qui vais dire aux gens, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi. Je vais pas recevoir les ordres d'un homme qui est un peu frustré, qui va me dire fais ci, fais ça. Ouais. Et on se demande, est-ce que tu fais du cinéma ou est-ce que tu es en train de faire ta thérapie avec moi, tu vois? Donc, voilà, tout simplement. Et je trouve que finalement, en tant que réalisatrice, réalisateur, donc féminine, on te donne les clés, finalement. C'est toi qui vas choisir les décors, l'action, la caméra, les mouvements de caméra. C'est toi qui crée l'univers, finalement. Tu n'es plus dans une posture passive, mais active. En tant que femme, c'est hyper important. Et effectivement, je vais avoir une question pour toi, pour aller voir un petit peu plus large et plus loin, parce qu'on va revenir aussi sur les sujets que tu as pu aborder, la réalisation et ton statut de femme, et comment tu t'en sors avec ce statut-là dans cet environnement-là qui est très masculin, justement. Carrément, ouais. On va venir en parler. Mais avant ça, pour une personne qui ne te connaît pas, si je te demande qui est Cindy, tu lui dirais quoi? Wow, that's a big question, hein? That's a big question. C'est vraiment une excellente question. Question du qui, finalement, la question de l'identité. Et c'est un sujet qui me passionne énormément dans mes films. La psychologie des personnages, et notamment dans mon dernier film, mon premier long métrage, j'étais la protagoniste. Et j'ai dû vraiment aborder la question d'identité, mais dans les tréfonds, finalement, de l'identité. C'est-à-dire à la fois dans le côté le plus lumineux de l'identité, mais aussi dans ses côtés les plus ténèbres, quoi. Les plus sombres. Qui je suis? C'est une excellente question, même un peu vertigineuse, j'ai envie de dire. Je pense que déjà, je suis une aventurière, la première chose. J'aime l'aventure, j'aime la spontanéité, j'aime l'authenticité. Et alors, tu vas me dire, mais attends, je t'ai pas demandé ce que t'aimes, j'ai demandé qui tu es. Mais je pense que ça nous définit, finalement. Je pense que ce qui nous définit, c'est notre quête, finalement. Qu'est-ce qui fait que le matin, on se lève? Qu'est-ce qui fait que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et moi, j'estime que je me suis posé suffisamment la question pour dire que je suis en quête de magie, hein, comme je le dis, je vais souvent utiliser ce mot, de cette étincelle finalement du réel, mais ancrée dans la réalité, c'est-à-dire pas dans l'illusion ou dans des mondes un peu parallèles. Non, je veux vraiment vivre dans ma réalité, créer de la magie dans la réalité, notamment à travers le cinéma et les histoires, l'écriture. Je cherche le contact humain, la chaleur humaine, je pense, et l'authenticité. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment ma personnalité, c'est-à-dire quelqu'un de très solaire, je pense, hein, c'est voilà quelque chose d'assez lumineux et humain, la volonté de créer du contact avec les gens. Je pense que ça fait une petite recette qui crée Cindy, quoi. Voilà. Et tu parles de magie, c'est quoi la magie pour toi? Où est-ce que tu vas la chercher? Comment tu la fais venir? Tu la trigger, quoi, tu la déclenches. Je vais faire la meuf, tu sais, pendant tout le podcast qui trigger. Non, c'était la dernière fois que je le fais, je promets. Non, mais oui, alors la magie, en fait, pour moi, c'est donc, mon film dont on va parler s'appelle Transthérapie. Et souvent, on m'a demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi trans? On m'a parlé de la transsexualité, alors pas du tout, c'est pas le sujet dans le film. C'est la trans, c'est l'état de transe. Et c'est finalement ce que j'appelle la magie. La magie, pour moi, c'est un moment où on se déconnecte finalement des soucis. On se déconnecte un peu de la banalité pour aller vers quelque chose de supérieur finalement, et où on sent une connexion profonde avec soi. Ça, moi, c'est ce que j'appelle cet état de transe. Et la transe, on n'a pas besoin forcément de faire des rites chamaniques pour être en transe. On peut regarder un paysage magnifique et ressentir ces frissons là qui nous parcourent le corps, et on se dit putain, je suis heureux d'être en vie, je suis heureux d'être là, tu vois, de
de pouvoir vivre ce moment, tu vois. Et alors moi, je suis quelqu'un d'aussi d'hypersensible. J'ai fait les diagnostics. Genre limite quand je te parle, j'ai les larmes aux yeux parce que je vis les choses, mais genre fois 1000, tu vois, genre tout, que ce soit le positif ou le négatif. Et peut-être aussi, c'est ce qui a créé cette recherche un peu d'intensité, puisque je suis quelqu'un d'intense de base. Et voilà. Pour moi, la magie, c'est ça. C'est vivre les choses de manière intense. Ouais. Voilà. Et tu parles de trans. Et nous as partagé même ce que ça voulait dire pour toi, qu'est-ce que ça signifiait. Ouais. Et si je te demandais, est-ce que ça t'apprend quelque chose sur toi, cette transe? La transe. Bien sûr, puisque finalement, au quotidien, on est un peu en pilote automatique. Ça veut dire qu'on a des tâches à faire du matin au soir, que ce soit de l'ordre de la sphère professionnelle ou personnelle, et on exécute. Et dans ces moments-là, et moi je fais partie enfin on est tous, il n'y a pas de prétention, je vais pas toucher le micro, j'ai pas de prétention à avoir sur ça, on a tous ce mode pilote automatique. Sauf que dans ces moments-là, je considère qu'on ne vit pas, mais on exécute. Et pour créer ces moments où on vit, et ben finalement, c'est des moments où justement tu n'es plus en pilote automatique, tu es en connexion avec ton intérieur. Tu te reconnectes avec tes émotions, tes sentiments, avec ton corps. Le corps, on l'oublie trop, quoi, au quotidien, quand il pense, tu vois. T'es limite, quand t'es en pilote automatique, ça pourrait être juste un petit cerveau qui se balade et qui a des pieds, tu vois, invisibles, quoi, en réalité, si tu imagines. Parce que t'oublies ton corps. T'oublies que t'as des pieds, que t'es en train de marcher. T'oublies que t'as ton nez, t'as ton cœur qui bat, tes poumons qui te permettent de vivre chaque seconde. C'est dingue, en réalité, quand il pense. Et oui, pour répondre à ta question, clairement, quand t'es en transe, tu te reconnectes enfin à toi. T'es pas en pilote automatique, t'es en pleine conscience. Et donc, tu fais une petite introspection sur toi-même dans ces instants, bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'a appris pour toi, dans ton cas? Qu'est-ce que tu as appris de la transe et qu'est-ce que ça t'a amené à penser? En fait, je pense que la reconnexion avec soi, c'est pas forcément pâquerette et les petits oiseaux, genre parce que souvent on parle de mindfulness, la pleine conscience, c'est toujours très lumineux. Pas forcément, en fait. Pour vraiment être très sincère, la transe, ça t'amène dans des endroits que tu évites, que tu fuis, puisque notre cerveau, enfin je vais pas te l'apprendre, toi qui es docteur en neurosciences, tu le sais très bien, le cerveau a tendance à fuir ce qui fait mal, ce qui fait souffrir ou ce qui est désagréable. Et quand tu es dans ces moments-là, tu fais aussi face un peu à tes démons. Voilà. Et je pense que la transe, ça m'a apporté à la fois, donc en termes d'intensité, comme je l'ai dit, se vivre intensément, mais aussi à faire face à ce qui, finalement, aux trucs les plus difficiles que j'ai vécu, notamment à 23 ans. Ça a été vraiment la période de ma vie, entre 20 et 23 ans, ça a été la période la plus difficile de ma vie, je dirais même de 20 à 25. Et la transe, ça te permet d'arrêter de courir et de fuir. Ça te permet aussi de dire à un moment donné, OK, là, je suis connecté à moi-même, il y a du bon, il y a du moins bon, et qu'est-ce que je fais avec ça? Et justement, suit la thérapie, trans-thérapie. La transe permet de se reconnecter à soi, et la thérapie suit ça, justement. Voilà. Et justement, là, tu as commencé à en parler, chronologiquement en tout cas, de comment ça s'est passé, les événements qui sont arrivés dans ta vie. Bien sûr. Pour aller voir tout ça, ouais. J'ai une question pour toi. Bien sûr, plaisir. Cindy, ouais. Alors, c'est quoi ton histoire? C'est quoi mon histoire? Eh ben, écoute, moi, je commencerai mon histoire, voilà, comme je t'ai dit, déjà ado, j'étais plutôt intello. Je vais te faire mon histoire. Moi, je la raconterai un peu de manière chronologique, de manière succincte, bien sûr, pour comprendre un peu qui je suis devenue aujourd'hui à 30 ans. Cette nouvelle décennie qui s'ouvre à moi. Et donc oui, moi j'ai été une ado assez très intello. J'étais un peu la nerd de la classe. J'étais la première de la classe, un peu dans les étoiles justement, et très très disciplinée, très pas réservée. J'ai toujours été assez extravertie, mais un peu cloisonnée, on va dire, dans ses cahiers, etc. Je sortais pas beaucoup, je fréquentais pas de garçons. J'étais très intello, on va dire. Je suis sortie de l'app majeure de promo
J'avais le meilleur bac de mon école. Et je dis ça notamment pour expliquer la suite, non pas pour me jeter des fleurs, mais en fait, après, j'avais mes professeurs qui m'ont dit, écoute, Cindy, t'as eu le meilleur bac de ta promotion. Qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, tous mes professeurs me disaient, allez, maintenant, faut que tu fasses une grosse prépa, faut que tu fasses des grosses études, etc. Et c'était pas ce que je voulais, parce que j'étais à la recherche de cette magie, vraiment à la quête de cette magie, comme le Petit Prince finalement. Ouais. Voilà. Et à partir de là, c'est là où, comme je t'ai expliqué, j'ai décidé d'aller à New York pour apprendre le cinéma. D'accord. Ça a été une expérience très enrichissante, mais très dure aussi en même temps, parce que la vie à New York, c'était quelque chose. Ouais. J'ai eu des grosses épreuves, notamment en termes de compétition. J'ai vraiment expérimenté la compète du cinéma américain, finalement. Hein, ces épreuves, ça m'a vraiment forgé, on va dire. Et là, déjà, quand tu pars, avant qu'on aille plus loin, ouais. Quand tu pars, tu laisses tout derrière toi. Ouais, ta famille, ouais, tes amis, tu arrives dans un nouveau pays. Carrément. Comment ça se passe déjà, là, cette prise de décision, avant même d'arriver à New York? Comment ça se passe tout ça pour toi? C'était vraiment un coup de tête, en fait. Hein. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'était vraiment un coup de tête. C'était un peu comme je disais, pas un caprice, mais j'étais vraiment en quête, même trop en quête de cette magie, quitte à me brûler un peu les ailes, hein, ouais. C'est vraiment ça. Et puis ouais, je me suis pris une claque en fait, carrément. J'ai été un peu à la rue parce que je me suis fait arnaquer par une propriétaire là-bas c'était un scam. Du coup, j'ai perdu tout mon argent. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. J'étais un peu à la rue à Brooklyn. J'ai dû trouver un autre logement. Enfin, clairement, ça a été vraiment une grosse tannée. Ouais. Et je suis rentrée de là. Alors, j'avais appris beaucoup, par contre, beaucoup de discipline en termes de l'école, la New York Film Academy. Je me suis beaucoup enrichie. J'ai appris toutes les techniques américaines du cinéma, finalement, les mouvements de caméra, les angles de vue, qu'est-ce qui fait un bon scénario, qu'est-ce qui fait un bon jeu, les techniques Meisner, Stanislavski, l'acting, l'acteur studio, tout ça, vraiment des choses qui m'ont beaucoup enrichie dans mon approche aujourd'hui en tant que réalisatrice, qui sont très complémentaires par rapport au cinéma français lui-même. Et puis à partir de là, je suis rentrée à Paris. D'accord. J'avais envie de faire un film notamment sur ce que j'ai vécu à New York parce que c'était complètement dingue. J'ai écrit un scénario qui s'appelle Le Syndrome du plongeur. J'en ai fait un court-métrage qui a eu pas mal de récompenses. C'était un très beau projet que j'ai fait avec Léo Dussolier. Pourquoi ce nom ? Alors, c'est une excellente question. Alors, Le Syndrome du plongeur, en fait, c'est un scénario que j'ai imaginé sur la problématique un peu entre la créativité, est-ce que c'est de l'ordre du génie ou de la folie ? Parce que c'est vrai que en étant créatif, c'est vrai que plusieurs fois on peut aller très très loin. Et je me suis posé cette question finalement, le fait d'être tous ces artistes qui sont extrêmement talentueux, est-ce que ce sont des génies ou est-ce que ce sont des fous ? C'est une question en réalité, ouais. si on y réfléchit. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de mon personnage de cette jeune femme. Bon, du coup, c'est un homme dans le film, mais de cette jeune femme qui est à la course aux étoiles un peu, hein, qui recherche le succès, la magie, le succès, le famous, quoi, le côté famous de la star de cinéma, et qui finalement va se manger la réalité en plein visage, mais qui va utiliser son génie, sa créativité, pour créer une seconde réalité. Parce que il y a, en fait, la base de ce scénario, il y a la réalité que tout le monde voit, qui est la réalité basique. Il y a celle que chacun voit, que j'appelle la seconde réalité. Toi, tu vas voir dans tel paysage, tu vas le voir d'une manière, et moi, je vais le voir d'une autre manière. Totalement. Et c'est la réalité qui est propre à chacun. Et finalement, dans le film, j'ai un peu poussé ça au fantastique, au côté un peu science-fiction, où le personnage va se réfugier dans cette seconde réalité, qui devient vraiment réelle, hein, concrète, et se créer un monde. Et c'est à partir de là où finalement il va un peu se brûler les ailes également parce qu'il va se noyer un peu dans cette deuxième réalité. Et le syndrome du plongeur, finalement, pour revenir à ta question, le plongeur, c'est cette personne qui a tendance à vouloir, qui va pas rester à la surface comme 90% des gens, je donne un chiffre statistique au pif, hein, mais comme la majorité, mais qui va chercher à aller dans les eaux profondes pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs, dans les méandres de la créativité, de l'humain, du cerveau. Et quitte un peu à se noyer. Et voilà, syndrome du plongeur, diver syndrome, parce que c'est en anglais, le film. Okay. Et voilà. D'accord.
Super. Et donc, tu Voilà. reviens en France, tu Pour crées revenir, ce film. Voilà. Qu'est-ce qui se Exactement. passe après? Donc après, c'est ça. Donc oui, c'est ne pas se remettre en cause. Voilà, je pense. Ne pas se dénigrer dans le cas d'une critique. C'est ça, en fait, que ça m'a appris. C'est vraiment à me respecter ma créativité, quoi qu'il arrive, même s'il y a des critiques, même si t'as l'impression on a toujours l'impression que les autres sont meilleurs. Hein. En tant qu'artiste, tu regardes les autres, tu dis ah putain, waouh. Finalement, est-ce que je suis faite pour ça? Tu vois, des fois, ce genre de questionnement que j'ai pu avoir à 20-25 ans, tu te les poses toujours parce que c'est ça l'humilité aussi, c'est de se remettre toujours en question. Ça fait partie de l'humilité, mais c'est pas se dénigrer par contre. Tu vois, il y a une différence. Totalement. Et c'est quoi la différence pour toi? Bah c'est s'aimer finalement. Et là, on va rebondir sur des questions de santé mentale, psychologie. C'est s'aimer, c'est apprécier son travail à sa juste valeur. Et faire cette petite technique que je donne souvent aux gens, puisque comme je t'ai dit, mon dada c'est la neuroscience aussi, hein, j'adore la neuroscience, notamment parce que moi j'ai fait beaucoup de thérapie pour guérir de traumas que j'ai pu aborder dans mon film. Et c'est finalement l'anecdote de la copine, c'est-à-dire imagine-toi que tu es assis en face de toi-même, et je fais cet exercice souvent, et de dire voilà, imagine tu racontes ton histoire à une copine. Qu'est-ce que la copine te dirait? Est-ce qu'elle te culpabiliserait? Est-ce qu'elle te dirait ah non t'es trop nul? Franchement, tu crains, tu gères pas. Bah non. La copine, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, mais attends, t'étais hyper dur envers toi-même. T'es trop exigeante. Calme-toi un peu, tu vois. Et ben, de faire cet exercice, ça permet d'être beaucoup plus tolérant et aimant et bienveillant envers soi. Et je trouve que ça, c'est la base. À la fois en termes de carrière, en tant qu'artiste, et en tant qu'être humain, tu vois. Voilà. Et quand t'arrives sur Paris, finalement, quand on revient dans cette chronologie-là, tu arrives sur Paris, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à réaliser des collaborations, des films, réalisatrices, etc. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Excellente question. Donc du coup, je poursuis mes études à l'ESRA, à Paris. Ça passe. C'est-à-dire que ça n'a pas été... j'ai fait 2 ans en complément de la première année que j'ai fait à New York. C'était cool, mais je me sentais pas à ma place. Clairement, je me sentais pas à ma place. J'avais toujours ce sentiment de marginalité. Voilà. D'être marginal. Et j'ai toujours eu cette sensation. D'où le syndrome du plongeur. Ce plongeur qui va s'isoler à plusieurs dizaines de mètres dans l'eau. Parce que finalement, je me suis toujours sentie marginale finalement. Au lycée, pendant mes études, en tant que jeune adulte. Et toujours aujourd'hui, finalement, un peu moins, mais toujours aujourd'hui quand même. Et tu penses savoir c'est quoi la source de ça? Oui, c'est l'hypersensibilité. Clairement. L'hypersensibilité, le fait d'être ultra empathique, j'ai tout en hyper, c'est-à-dire l'hyper-empathie, l'hypersensibilité, l'hyper-lucidité, le fait de tout comprendre aussi, de tout saisir, ça aide pas forcément dans la vie parce que du coup, les relations humaines deviennent aussi plus compliquées puisque finalement, tu comprends beaucoup de choses, tu peux saisir beaucoup de réactions, je dirais tout ce qui est en filigrane finalement, tout ce qui est un peu entre les lignes, tu vas le saisir et c'est pas toujours. Des fois, on a envie d'avoir la réalité brute de béton, je dirais brute de décoffrage, pardon, et s'arrêter là. Mais quand t'es hypersensible, tu vas voir toujours ce qu'il y a derrière. Et c'est pas toujours sympa à voir, tu vois. Tu vas avoir une vision sur les non-dits. Voilà, exactement, sur les non-dits. Et du coup, ça fait que tu t'entends pas toujours avec tout le monde, du coup, parce que tu t'arrêtes pas au visage. À la façade des gens, tu vois. Tu vas voir vraiment ce qu'ils ont, l'authenticité, ce qu'ils ont vraiment dans leur intérieur, tu vois. Et du coup, les amis, t'as moins d'amis, du coup, puisque forcément, tu vas sélectionner les gens qui sont vraiment sincères, authentiques, puisque tu captes les gens, tu captes tout, en fait, toutes les émotions, le body language, les expressions faciales, tu vois, tu captes tout, en fait. Et du coup, ça te rend un peu marginal, clairement. Et la créativité aussi. Le fait d'être hyper créatif, ça te met un peu dans une bulle aussi, tu vois. Et comment tu te construis alors dans cet environnement avec ton état d'hyper tout court, on va dire. Parce que d'hyper, c'est ça. Oui, c'est ça. Finalement. Comment tu te construis alors? Écoute, tu peux pas mettre on-off. C'est-à-dire que tu peux pas choisir d'être hyper ou pas. Par contre, j'ai appris à m'adapter. J'ai appris à m'adapter aux autres et je dirais à accepter les gens tels qu'ils sont, tu vois, genre et moi aussi d'ailleurs, parce que moi aussi j'en ai des défauts, tout le monde a des défauts. Et c'est
Ouais, c'est être flexible, apprendre à l'adaptation, la résilience, chose qu'on on abordera ce sujet après. Mais pour revenir à la question initiale qui était du coup, il me semble, par rapport, voilà, donc j'étais pas trop à ma place pendant mes études à Paris, et je suis partie en voyage au Moyen-Orient, D'accord. en Israël plus exactement. Ok. Je suis partie en été finalement. D'accord. Et ce sentiment de marginalité se poursuivait. J'avais donc 19 ans. J'allais avoir 20 ans bientôt. Et voilà, j'allais en boîte de nuit, j'allais à la plage, j'avais des copines. Enfin, le truc vraiment la vie de jeune adulte simple, classique. Et je me rappelle encore que je gérais dans les rues après la boîte de nuit, les gens faisaient des afters et moi ça me saoulait complètement. J'avais pas envie. Et je partais marcher dans les rues, dans la nuit. Et je me voyais marcher seule. Je me dis, putain, mais meuf, t'as 19 ans, on dirait une vieille folle qui parle toute seule dans la rue, qui parle au chat. Et d'ailleurs, on le voit dans mon film, ça débute comme ça. Et je me dis, mais attends, c'est quoi mon problème, en fait? C'est quoi mon truc? J'arrive pas à me fondre dans mes environnements, dans les milieux dans lesquels je devrais être. C'est-à-dire avec des jeunes de mon âge, de 19-20 ans, flirter avec des gars, tu vois. Et j'avais jamais embrassé un mec jusque-là. Et je me dis, c'est bizarre quand même, à 20 ans, mes copines, elles l'ont toutes déjà fait, limite, et moi, je suis là, je connais rien à rien, je suis hyper dans mon coin, je suis marginale. Et oui, je parle je suis très, très cash, hein. Moi, je parle du sujet. C'est parfait. Parce que on aura l'occasion d'en parler. Moi, j'en ai marre des tabous, notamment, on parlera aussi au cinéma. Ouais. Et même de manière générale, je pense que c'est bien d'être sincère et de pas mâcher ses mots. Je pense et mon film en est témoin, il porte cet emblème, c'est de tout dire. C'est-à-dire, alors bien sûr respecter son intimité, bien évidemment, le but c'est pas d'être dans l'exhibitionnisme, mais de pas être hypocrite, c'est-à-dire de dire le bien et le moins bien, de dire tu vois, pas vouloir arrondir tout, voilà, etc. Pas vouloir tout édulcorer, mettre du sucre dans tout, non, dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et donc du coup, à partir de là, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et je me suis lancée dans un road trip. Je suis partie de Tel Aviv, j'étais à Tel Aviv. La ville, vraiment, voilà, des boîtes de nuit, de la fête, etc. Et je me suis dit, écoute, je vais partir à la recherche de 2 mois, tu vois. Un peu comme l'étranger. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Et je suis partie, mais vraiment sous un coup, vraiment complètement dans l'impulsion. Et j'ai dit à mon père, à 20 ans, du coup, je suis née le 29 août. Donc, je venais d'avoir 20 ans. Et je dis, écoute, papa, je vais pas rentrer à Paris. Je reste ici. Mon père, il s'est dit, mais j'hallucine, même pas en rêve, tu vas rentrer avec moi. Et je l'ai eu à l'usure. J'ai dit, écoute, je reste 1 semaine de plus. Ouais. Je fais un peu ma vie, parce que j'ai été enfermée un peu dans mes bouquins et tout quand j'étais au lycée, dans ma chambre à réviser mon bac et à chercher à avoir 20 sur 20 dans tout, tu vois. Et j'ai envie de faire ma vie. Et bon, mon père, au final, a fini par accepter. Et je suis partie dans un road trip. Je suis partie de Tel Aviv jusqu'au nord d'Israël. Et là, j'ai eu une sorte de suite rocambolesque d'événements. J'ai rencontré une hippie complètement déjantée qui dormait sur la plage. J'ai dormi sur la plage avec elle. On est parti en caravane. On a fait un peu les 400 coups sur la route. De là, elle me fait rencontrer quelqu'un qui me fait encore rencontrer quelqu'un. Vraiment un scénario de film qui s'écrivait au fur et à mesure, mais par la vie. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai écrit Transthérapie, finalement, c'est la vie. Réellement. C'est un film qui a été écrit par la vie. Et quand on voit le film, in fine, sur les 5 années pendant lesquelles j'ai filmé, on se dit, mais c'est un truc de dingue. T'as vraiment l'impression qu'il y a un chef d'orchestre derrière qui a écrit ce film. Mais finalement, c'est la vie. Parce que là, effectivement, on l'a pas précisé, mais à ce moment-là, t'as allumé une caméra. Ouais, alors pas encore. Pas encore. C'est-à-dire que ça s'est fait, en fait, j'ai commencé à filmer avec vraiment mon téléphone au début. Et ouais, voilà, oui. Oui, c'est ce que je voulais dire, une caméra. Oui, ils n'avaient pas la caméra encore. En tout cas, ce sont des images que tu as commencé à capturer à ce moment-là. Tout à fait. Pour pouvoir l'intégrer ensuite dans un film éventuellement que tu as fait. Tout à fait. Transthérapie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'allumer la caméra à ce moment-là? Parce que tu partais, c'était une envie, tu avais envie de découvrir des choses. Ouais. Mais ok, mais allumer une caméra, c'est autre chose. C'est une autre action, c'est un autre acte. C'est clair. Bah, en fait, je sais pas, du coup, bon, je faisais du cinéma, déjà, de base, hein, ça faisait 3 ans que je faisais du cinéma. Donc, j'avais déjà cette passion pour le filmer, hein, pour capter, je dirais, le moment présent.
Et à ce moment-là, donc en 2016, j'avais pas l'intention de faire un film. Je me suis dit vraiment, je vais tourner. Là, je suis en train de vivre des trucs de dingue, des trucs incroyables qui, je pense que je vais vivre une fois dans ma vie. Et je vais filmer. Et à partir de là, donc il y a eu cette suite d'événements. Donc il y a eu cette hippie qu'on voit dans le film, qui est devenue une amie après. Et qui, après, donc oui, il y a eu ensuite, je suis arrivée jusqu'à la frontière nord d'Israël, donc la frontière avec le Liban. Et dans ce triangle des Bermudes qu'on appelle le Golan, c'est vraiment, t'as Israël, le Liban, la Syrie, et il y a ce Golan-là. En fait, j'étais vraiment à la lisière de cette zone géographique qui est vraiment très délicate, encore plus aujourd'hui. Et en 2016, effectivement, c'était déjà plus calme. Il y avait moins de... Ça a toujours été une zone délicate, mais c'était moins animé, on va dire. Du jour au lendemain, je suis devenue reporter de guerre. J'ai trouvé un stage. Un homme, justement, par l'intermédiaire, en fait, l'intermédiaire de cette fille hippie qui m'a fait rencontrer quelqu'un et qui m'a proposé un stage de journalisme reporter de guerre. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sur le terrain à devoir filmer, voilà, de loin. J'étais pas non plus dans là où il y avait la guerre, mais de loin, on filmait effectivement les rebelles, le gouvernement à l'époque de Bachar el-Assad. On filmait, voilà, c'était vraiment à l'époque le cimetière d'Alep. C'était ce moment où vraiment la Syrie était vraiment sous les bombardements et il y a eu énormément de victimes. Et on en viendra, ça m'a un peu traumatisée finalement. J'ai vu beaucoup d'images très difficiles qui étaient relayées par l'AFP, l'agence France Presse. J'ai vu des choses très difficiles, très difficiles à 20 ans du coup. Des choses vraiment t'as pas envie de voir et t'es peut-être un peu trop jeune pour voir ce genre d'images. Et c'est là où justement dans le film aussi on le voit où j'aborde la question du tolérable, c'est-à-dire jusqu'où les médias peuvent aller. Qu'est-ce qu'on peut dire au public ? Qu'est-ce qu'on peut révéler au public en tant que journaliste ? Il y a des choses qui sont tellement fortes, tellement au-delà de ce qu'on peut supporter en tant qu'être humain, que finalement on est un peu contraint à masquer une partie de la réalité. Et ça, on l'a vu avec l'affaire Epstein. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dissimulées par les médias finalement, certainement parce que c'est trop. C'est juste trop. Là, il y a une fuite d'images qui sont horribles. Juste horrible. Moi, j'ai même pas pu regarder l'entièreté des images parce que t'endors pas la nuit. Et puis tu te dis, mais attends, c'est quoi l'humanité, où elle va, quoi? T'as envie de te jeter par la fenêtre hein, quand tu regardes ces images. Tu te dis, mais ça, c'est quoi le sens de tout ça? Et quand j'étais au Moyen-Orient, j'ai expérimenté ça parce que du coup, je devais relayer des infos et les supérieurs nous disaient, ça, c'est trop. On va pas pouvoir le dire. Quand tu dois dire, je vais être franche, hein. Quand tu dois dire qu'il y a, je sais pas moi, 50 enfants et femmes qui ont été brûlés vifs par le gouvernement de Bachar el-Assad, sans faire de politique, je suis pas là pour faire de la politique, tu te dis, waouh, comment je vais le dire, quoi. Même moi, j'arrive même pas à le dire, tu vois. Et du coup, il y a des choses qui sont pas dites. Clairement, hein, je le dis, hein, pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, on vous dit pas tout. Clairement, dans les médias, on vous dit pas tout. Parce que il y a des lobbies, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas révéler pour éviter soit des soulèvements, soit de choquer les gens, en fait. Voilà. Et donc ça a été une grosse question pour moi. Et je pense que ça a certainement inspiré finalement ma démarche dans Transthérapie. Je pense sincèrement, en fait, en te parlant, je le réalise, que j'ai voulu vraiment faire un film qui justement rentrait pas dans ça, qui était ultra authentique, même trop authentique, puisque ça va montrer la réalité, même la réalité la plus moche finalement, la réalité la plus brute, la plus désagréable à voir. Et je suis désolée pour les spectateurs, j'en suis désolée. Ça va peut-être vous choquer, effectivement, et ça a choqué certains spectateurs. Il y a un carton d'avertissement au début du film. J'ai fait la commission CNC, avec les restrictions, etc., pour protéger les plus jeunes, bien sûr, hein, ça reste important. Parce que mon parti pris, c'était de vous montrer ma vie pendant 5 ans, les meilleurs moments, mais les pires. Le paradis que j'ai traversé, mais aussi l'enfer en tant que jeune femme à 23 ans, entre mes 20 et 25 ans, du coup. Et ça a été vraiment le parti pris le plus fort. Et maintenant que je t'en parle, je me dis que ça a été inspiré par ma carrière de journaliste. Et cette question du qu'est-ce qu'on dit au public, qu'est-ce qu'on cache au public, tu vois. Et tu vas me poser peut-être la question, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait à montrer? Et c'est un sujet que je voulais aussi aborder aujourd'hui, à savoir, je vais continuer le fil rouge de la question, c'est quoi ton histoire? Je vais y revenir. Et donc, dans cette chronologie, donc au Moyen-Orient, je suis reporter de guerre.
Je vois des choses que j'aurais préféré ne pas voir, mais c'est la réalité. La question de qu'est-ce qu'on peut montrer au public. Et à partir de là, je continue à filmer mon quotidien. Donc là, à cette époque, en tant que reporter de guerre, je filme sur le terrain. Et il s'avère que malheureusement, j'ai fait des bonnes rencontres, mais j'en ai fait aussi des mauvaises. Ouais. Et à 23, donc j'avais 21 ans, donc là, le temps s'écoule. 21 ans et j'avais pas les armes que j'ai aujourd'hui, à 30 ans. Je pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, que j'ai grandi aussi dans une famille où on n'a peut-être pas assez formé à la perversité de l'être humain pas tout le monde bien évidemment, mais que l'être humain peut être vraiment très très sombre. Je pense que j'ai pas été assez formée et je pense qu'il y a pas que moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont peut-être surprotégées, qui sont peut-être pas. Et finalement, même quand t'as un parent qui cherche à te protéger, le moment où tu prends ton envol, c'est un moment qui est décisif. Ouais. Parce que t'as l'enfant. Moi, je pense à 20 ans, on a encore des enfants. Hein. C'est faux de dire qu'on est majeur à 18 ans pour moi. Et d'ailleurs, tu pourras nous le dire, le cortex préfrontal, il me semble qu'il continue à se développer. Encore et encore. Oui, au moins jusqu'à 24, 25. Voilà, merci. Je voulais que tu me le confirmes parce que toi, tu sais de quoi tu parles. Donc, c'est exactement ça. Je pense que voilà, le cortex préfrontal continue à se développer jusqu'à 25, 24 ans. Et il me semble qu'il y a une forme de malléabilité. Jusqu'à cet âge-là, on n'a pas encore les armes pour faire face à la manipulation, à l'abus. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement pervers, donc mon rédacteur en chef, dont je garderai l'anonymat, bien sûr. Mon rédacteur en chef, quand j'étais journaliste, était quelqu'un d'extrêmement pervers, de malsain, et qui m'a manipulée, clairement. Qui a utilisé ma fragilité à la fois familiale, parce que mes parents s'étaient séparés, et en même temps, comme je te l'ai évoqué, ce côté un peu nerd, c'est-à-dire le côté intello de la jeune fille qui a jamais touché un garçon, qui connaît pas le masculin, qui est un monde complètement inconnu pour elle, et il a clairement utilisé ça. Et il m'a clairement fait un lavage de cerveau, c'est vraiment le terme. Hein. J'ai travaillé là-bas pendant 5 mois, et pendant ces 5 mois, j'ai été vraiment brainwashed, quoi. Vraiment, il m'a retourné le cerveau, littéralement. En me faisant croire que, et je le dis haut et fort, justement, même si c'est des sujets qui sont très sensibles pour moi, je le dis haut et fort dans le but de pouvoir aider d'autres personnes. S'il y a des jeunes gens, des gens de la vingtaine qui nous regardent, et notamment les jeunes femmes et les hommes aussi, mais je pense que c'est quand même, ça s'adresse plus aux femmes, ce genre de problème-là, aux jeunes femmes. Des remarques comme je vais t'apprendre ce que c'est la féminité, je vais t'apprendre comment avoir du plaisir, je vais t'apprendre à découvrir ton corps parce que tu ne connais pas ton corps. Tout ce genre de choses qu'on entend vachement, mais beaucoup plus que ce que je croyais, parce que j'ai discuté avec d'autres femmes et qui m'ont dit oui, je suis tombée sur ce genre de gros dégueulasses, qui m'ont dit des choses similaires. Ou des trucs comme oui, alors si tu n'as pas de copain, si t'as jamais embrassé un mec aujourd'hui, c'est parce que tu sais pas faire avec les hommes. Tu ne sais pas comment donner du plaisir à un homme. Et je le dis haut et fort, même si, encore une fois, je le répète, parce que c'est des choses qui dérangent, mais il faut les dire. Parce que tant qu'on les dira pas, ça va se reproduire encore et toujours. Et il y aura encore et toujours des victimes d'abus sexuels. Un abus sexuel, clairement, ça détruit une vie. Ça détruit une vie et ça demande après beaucoup de ressources. Il y a des gens qui en survivent pas. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de survivantes, les survivantes, parce que clairement, c'est traverser la mort et renaître. Vraiment, comme le phénix, c'est renaître de ses cendres. Vraiment, c'est une mort. D'ailleurs, j'ai lu un truc récemment sur Insta, c'était le viol, c'est un crime sans cadavre. Ouais. Et ça, j'avoue, c'est vraiment ça. C'est un meurtre parce que tu tues quelqu'un. Quand tu violes quelqu'un, c'est un meurtre sans cadavre. C'est vraiment ça. Et du coup, ben voilà. Sauf qu'à cette époque-là, je savais pas ce que je vivais. J'ai fait de la dissociation justement. Mais je savais même pas que j'étais dissociée, en fait. J'ai fait un déni total parce que c'était trop fort. Ça a duré 4 mois. Et à partir de là, je suis partie de là-bas, mais sans vraiment savoir pourquoi. C'est-à-dire que je me disais, ouais, c'était un truc chelou, mais je savais pas trop qu'est-ce que j'avais vécu. Donc j'étais vraiment dans un déni total, mais vraiment total. Et ça se présentait comment, cet état de dissociation pour toi? En fait, c'était de la dissociation, mais pas comme celle que j'ai vécue après 2 ans plus tard. D'accord. Quand je parle de dissociation, c'était le fait
oui, de faire un déni total de ce que tu as vécu, c'est-à-dire de dire c'est normal. Voilà. Dans ce sens-là. D'accord. De normaliser, voilà. De normaliser Ouais. Ce qui se passait, ce Exactement. qu'il disait et ce qu'il te demandait De faire. Ouais. Tout à fait. D'accord. Exactement. C'était de normaliser ça, de dire c'est normal. C'est peut-être parce que, et en plus, tu sais, t'as 21 ans, tu connais rien à la vie, tu connais pas comment ça se passe une relation amoureuse, comment ça se passe une relation sexuelle, comment t'apprends toutes ces choses-là. Et tu te dis, bah, peut-être, en fait, en réalité, ça va me servir parce que ça me permet d'apprendre finalement, tu vois. Et alors que, mais en fait, tu sais pas qu'en fait, le gars, il avait 3 fois mon âge, il avait 60 ans, moi, j'avais 20 ans. Et tu comprends pas qu'à cet instant, le mec, en fait, il te retourne totalement le cerveau pour obtenir ce qu'il veut. Tu ne réalises pas ça à 20 ans. Ton cerveau n'est pas assez encore solide pour connaître tout ça. Il est tout frais, tout malléable, comme de la pâte à modeler, tu vois. Ouais, totalement. Et c'est ça, tu vois. Et ça, Qu'est-ce qui te permet de te rendre compte pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qui te permet de te rendre compte à ce moment-là? Bah déjà, même avant, c'est quelque chose dont tu parlais autour de toi, dont Pas du tout. des gens te parlaient autour de toi? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, le pire, en plus, avec ces monstres, c'est qu'en fait, ils te disent, mais les autres pourront pas comprendre. C'est une histoire d'amour entre une fille de 20 ans et 60 ans, enfin, une histoire d'amour, c'est ce qu'ils disaient. Ouais. Ils pourront pas comprendre. Ça sert à rien. N'en parle pas à ta mère, n'en parle pas à ton père, n'en parle pas à tes copines, elles seront jalouses. Tu vois, le pire truc. Elles seront jalouses parce que toi, tu connais ta féminité, t'es devenue une femme et elles, c'est des gamines. Qui te formalise, qui te donne une image de la sexualité, alors que mais ça n'a rien à voir en fait. Un rapport sexuel, enfin faire l'amour finalement, c'est un truc où il y a un consentement mutuel. Peu importe comment ça se passe finalement, tant que les deux personnes sont contentes, satisfaites et respectées dans la bienveillance, peu importe comment ça se passe, c'est ton dos en fait, c'est toi qui choisis, tu vois. Et lui te crée en fait des cases, des manières de penser sur la sexualité complètement perverses pour en fait obtenir genre ce que lui veut de toi. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, ça te crée des conditionnements cérébraux, ça conditionne ton cerveau. Et après, l'idée, c'est de déconstruire toutes ces images qu'on t'a données en tant que femme. Parce que moi, j'ai construit ma féminité en même temps, à ce moment-là. Et j'ai eu tout un travail après, pendant des années, de déconstruire tout ça et de reconstruire ma propre définition de la féminité. Tu vois. Et justement, comment ça s'est passé déjà même avant, comment tu te rends compte qu'il y avait un problème? Quel était le déclic pour que tu te rendes compte qu'il y a eu un état de dissociation à ce moment-là, ou du moins de normalisation de la situation? Bah, en fait, c'était mon corps qui me parlait, c'est-à-dire que je faisais des... Je sais pas, en fait, c'est-à-dire que j'avais quand même une conscience, c'est-à-dire que j'étais complètement sous emprise, mais puissance 1000. Mais j'avais quand même conscience que c'était quand même très bizarre ce qui se passait et que c'était pas ce que je voulais. Tu vois. Enfin, quand t'as un mec dégueulasse de 60 ans, clairement, tu sais très bien qu'à 20 ans, t'as pas envie de ça. Mais j'étais sous emprise mentale et j'en parle aussi parce que c'est un phénomène qui est trop peu respecté et trop peu explicité dans les médias. L'emprise mentale, on n'imagine pas jusqu'où ça peut aller, hein. L'emprise mentale, d'ailleurs, dans les sectes et tout ça, on le voit bien, ça peut aller très, 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 très loin. Et moi, je l'ai vraiment subi à 20 ans. Et donc, je savais, j'avais quand même une voix intérieure qui me disait, il y a un truc chelou, tu vois. Il y a un truc chelou. Et d'ailleurs, c'est cette voix-là qui m'a fait filmer aussi. Les gens me demandent dans mon film, comment t'as pu, à quel moment t'as pu réussir à filmer? Alors, bien évidemment, je ne montre pas des scènes intimes, mais je montre quand même, si, des scènes intimes finalement, des moments où j'ai pu capturer ces moments où il me parlait. Où il me retournait le cerveau. Toutes ces phrases dégueulasses qu'il me disait, on le voit direct dans le film, hein. Lui, il est flouté et on l'entend parler. Et c'est assez choquant d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est pas un acteur, on sait que c'est une vraie personne et que moi, je l'ai vraiment vécu, tu vois. On a tous ces moments de manipulation, ces moments de terreur de la jeune fille qui est clairement objetisée. On l'a dans le film. Et j'avais décidé de pas l'ellipser, justement, pour ce que j'ai évoqué juste avant, le fait de dire les choses de manière transparente pour évoluer. Et donc voilà, j'avais quand même cette voix intérieure. Et à partir de là, c'est ça qui m'a fait partir au bout de 5 mois. C'est en revoyant donc les vidéos. Est-ce que ce sont des vidéos que tu revoyais déjà à cette époque-là? Pas du tout. Non, pas du tout. Juste je filmais ou je l'enregistrais. Je mettais mon téléphone et ça enregistrait. Parce que je me dis, mais attends, il me dit des trucs de dingue, vraiment. Et encore, voilà, pour des questions de pudeur, je garde pour moi certaines choses. Mais des trucs vraiment, mais qui vont très 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 loin. Et j'avais mon téléphone, je me dis je vais enregistrer pour avoir une preuve quand même de ce qui se passe, parce qu'il y a un truc bizarre quand même, tu vois. Et la caméra, pareil, je la posais.
je la posais ou je filmais en caméra cachée à ces instants. Tu vois, dans certains moments, on voyait pas son visage et je filmais en caméra cachée. Et tu vois, d'ailleurs, dans une des scènes du film, ce mec-là, enfin, cette personne, ce monstre, disait quand même, oh là là, si tu mets ça sur Facebook, Weinstein, ça aurait l'air d'un saint, comparé à moi. Donc, il avait conscience de ça. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que il acceptait d'être filmé. Donc, il avait vraiment conscience de ce qu'il faisait. Ouais. Il y avait des fois où il me disait, bah, je sais que tu filmes, mais il y a pas de problème, je sais ce que je fais, j'ai conscience, machin. Il trouvait un plaisir. Exactement. C'était quelque chose de vraiment diabolique, tu vois, vraiment quelque chose de diabolique. Et ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, donc moi, je suis dans une procédure j'ai porté plainte. Il y a pas si longtemps que ça, finalement, parce que après avoir cheminé, on aura l'occasion d'en parler, après avoir fait la thérapie, donc déjà réaliser ce qui t'arrive, faire la thérapie, et après décider de porter plainte. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu revois ces images, quel est ton état d'esprit? C'est très dérangeant. C'est très, très dérangeant. C'est pas agréable. D'ailleurs, quand, là, l'avant-première du film, je l'ai vu une première fois, le film, à la deuxième avant-première, je suis sortie. Parce que c'est pas mon but, tu vois, je veux pas ressasser le passé. Voilà, c'était il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui, mon but, c'est, en fait, je le fais vraiment pour aider des gens. Je laisse ces scènes dans mon film, je fais des projections, je rends le film disponible sur les réseaux, tout ça, pour aider des gens. Donc oui, c'est jamais agréable de revoir ces scènes, clairement. Ouais. Et une fois que donc tout cela se passe, tu arrives à cet état de dissociation, de déni plutôt, parce qu'elle est plutôt déni, de déni et de normalisation. Qu'est-ce qui se passe pour toi après, quand tu continues à réaliser ton film, tu continues à te filmer, comment ça se passe pour toi après? Et bah du coup, je pars de là-bas, je trouve une coloc avec un groupe de personnes qui étaient très très sympa, très friendly, un peu dans toujours cette vibe un peu hippie, tu vois. Dans le nord d'Israël, les gens sont un peu justement très pacifistes au vu de justement du fait que c'est un pays qui soit vachement en guerre. C'est des gens qui en général sont un peu contre l'armée, clairement, et qui cherchent justement à être dans l'humain, dans le côté dans le côté vraiment humain, le peuple. L'accord, finalement, la paix entre les peuples, tu vois, de mettre un peu le gouvernement et la politique de côté et s'entendre entre êtres humains, tu vois. Et donc, il y a un côté vraiment très nirvana, très, très hippie, vraiment, ce qu'on a connu, tu vois, dans les années 70. Et du coup, bah, moi aussi, j'avais envie d'être hippie à ce moment-là et j'ai épousé tous les codes, je dirais, de ce mouvement un peu. Enfin, mouvement, voilà, c'est ce côté pacifiste, ce mode de vie, tu vois, un peu bohème, quoi, voilà, plutôt bohème, on dirait, c'est plutôt le terme. Et je vivais au jour le jour. Voilà, j'ai une vie très intense. Moi qui suis en recherche d'intensité, de magie, ça a été les moments les plus intenses et les plus magiques que j'ai vécu. Ça a été cette 3e phase où on dormait à la belle étoile, on se baignait, on faisait des feux de camp, on était en itinérance, vivre au jour le jour, complètement. J'ai arrêté de travailler à ce moment-là. J'ai complètement laissé le journalisme, l'écriture d'articles, passer à la radio. J'ai tourné la page. Et j'ai fait cette vie vraiment où tu joues de la musique toute la journée, tu vis l'instant présent, quoi, tu vois. Et ça m'a guéri, tu vois. Ça m'a guéri, ça a été une première phase qui m'a permis de comment dire, de passer à autre chose après les horreurs que j'avais vécues, à la fois avec la guerre et en même temps, les abus que j'avais subis. Et je suis tombée amoureuse d'un gars sur place où ça a été mon premier amour. Et bon, c'était pas trop réciproque. Bon, lui, il était beaucoup plus âgé que moi, donc moi, j'ai fait une sorte de... Tout ça, on le voit dans le film, hein, le premier amour, cette sorte de fascination. Je le trouvais juste super séduisant. Enfin, c'était l'idéal masculin pour moi, une muse, vraiment la muse. Et on le voit dans le film, ce côté où je filme, voilà, les zooms sur la main, sur le visage, sur la barbe, le faciès. Enfin, tout ça, on le voit dans le film. Et c'est vraiment la découverte, mais de l'intimité, mais cette fois-ci saine, de manière où vraiment c'est moi qui le décide. Et ça a été une phase vraiment de reconstruction, tu vois. Mais malheureusement, il y a eu la séparation parce que, comme je disais, c'est plus moi qui étais amoureuse que lui, je pense, parce que bon, j'étais très jeune, on n'avait pas le même âge, on n'était pas sur la même longueur d'onde, tu parlais de ça, la même fréquence, tu vois. Et il y a eu la rupture au bout d'un mois. Il y a eu un mois de paradis, clairement, et on le voit, la nirvana, ces lumières, la nature, voilà, la bohème, on le voit vraiment dans le film.
Et après, il y a eu la séparation, la douleur de la rupture amoureuse que j'ai vécue encore une fois x 1000 avec cette hypersensibilité. Ça n'a pas été facile. Je l'ai traversé. Et puis après, j'ai voulu retourner à Paris, revoir ma famille, revoir un peu, retrouver mes repères, etc. Ça a été mitigé parce que j'ai retrouvé en même temps les conflits familiaux là-bas. Ouais. Et en même temps, Tu veux me poser une question? Non, c'est bon? Non, donc oui, les repères familiaux, les conflits familiaux. Donc j'étais contente de retrouver ma famille, mais en même temps déçue et frustrée de devoir replonger dans les conflits parentaux, puisque mes parents étaient dans le divorce, quoi. Et c'est là que du coup j'ai voulu retourner encore en Israël. Et c'est là où justement il y a eu cette implosion intérieure, puisque finalement mon cerveau l'a vécu comme retourner là-bas, sur les lieux, en plus dans la même ville, puisque du coup, j'avais pas déménagé de là où habitait mon agresseur. De retourner là-bas, mon cerveau m'a dit, écoute, stop, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu retournes dans les lieux où tu as été abusé, où tu as été manipulé, c'est niette. Et c'est là où il y a eu dissociation. J'ai fait une crise de panique dans l'avion. Et d'ailleurs, toujours 7 ans plus tard, j'ai toujours la phobie de l'avion. Et c'est la chose qui persiste. Après ma thérapie, j'ai fait des années de thérapie. Et d'ailleurs, peut-être que tu auras des conseils à me donner pour reprendre l'avion, parce que ça fait 7 ans. Alors, je fais toutes sortes de choses. J'ai fait de l'hydravion. Là, j'ai publié des images récemment. Je fais de l'hydravion, j'ai fait du vol pendulaire, j'ai fait du parachute ascensionnel. Je fais toutes sortes de trucs qui font encore plus peur que l'avion. Ouais, mais mon cerveau... Dans les airs. Dans les airs, exactement. Oui, tout à fait, ouais. Pour travailler vraiment cette sensation des airs. Mais mon cerveau fait un blocage avec l'avion de ligne, vraiment le côté d'avion. Parce que il a vécu ça comme une menace, en fait, le fait de retourner là-bas. Et donc, j'ai fait cette crise de panique et à partir de là, ça a été la dégringolade. Vraiment la descente aux enfers. Pire que tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, ça a été la dissociation, mais la vraie, cette fois-ci, c'est-à-dire vraiment la déréalisation, la dépersonnalisation, le fait d'être totalement détaché de son corps. Mais quand je dis détaché, c'est pas juste la petite sensation où t'es pas dans tes pompes, tu vois. C'est vraiment, tu te regardes dans le miroir et t'es incapable de faire un lien avec toi. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais c'est qui? C'est qui ça? Tu dis, mais c'est effrayant, c'est un sentiment, mais terrifiant. Tu dis, t'as l'impression vraiment d'être un étranger à toi-même, de n'avoir plus aucune connexion avec ton intérieur. Il y a plus d'intérieur, il y a plus de mon intérieur. T'es une sorte de corps qui flotte dans la vie, dans ce monde là, tu vois. Tu sais pas pourquoi t'es là, tu sais pas qui t'es. T'as l'amnésie traumatique qui te bouffe. Et tout ça, en fait, je me suis bouffé en pleine gueule 2 ans plus tard. Tout ce déni, c'est ce que j'avais mis de côté. J'ai capté, en fait, mon corps m'a fait une sorte de holà, et c'est là où je le précise quand même, parce que mon corps, mon cerveau n'a pas fait ça pour me punir. Il a fait ça pour me dire, stop. Là, ça va pas. Là, ça va pas, tu pars en cacahuète. Il faut que tu te reprennes. Il faut que tu comprennes ce que t'as vécu. Je t'ai protégé pendant tout ce temps-là. J'ai essayé de te protéger des horreurs en faisant ce déni, de te protéger des horreurs que t'as vécues parce que c'est trop intense, le cerveau ne peut pas supporter. Mais là, ça va pas. Tu retournes sur les lieux. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où tu vas? Ouais, tu fais ce film, ça fait des années, c'est bien. Mais est-ce que tu te construis dans tout ça, tu vois? Et mon cerveau a fait ça pour m'aider, pour éviter. En plus, à cette époque-là, ce bourreau reprenait contact avec moi. Il essayait encore de me remettre sous emprise. J'étais encore fragile, tu vois. Et mon cerveau, j'en suis persuadée, et je le dis à toutes les personnes qui vivent la déréalisation, et il y en a beaucoup. J'en ai fait des vidéos, j'ai fait témoigner des gens qui ont vécu la déréalisation. Il y en a énormément, et j'ai encore des gens aujourd'hui sur Insta qui m'écrivent et qui me disent, moi aussi je vis de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Comment t'as fait pour t'en sortir? Parce que c'est un enfer. Je ne vis plus depuis des années, j'arrive pas à m'en sortir, tu vois. Et c'est quelque chose dont tu as conscience au moment où ça arrive? Non. Au moment où ça arrive, tu vis juste l'enfer. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu comprends pas, parce que déjà t'es pas éduqué, il y a pas de sujet. Alors la schizophrénie, la bipolarité, tout ça, c'est des sujets qu'on en parle, et encore, c'est mal abordé parce que dans les films schizophrènes, tu penses à Fight Club, tu vois, t'as l'image très exagérée, très caricaturale du schizophrène, alors que c'est pas ça. Moi, je connais des schizophrènes, c'est des gens qui ont des vies, je connais quelqu'un qui a 20 personnalités, elle est chef d'entreprise.
enfin, on a une image très caricaturale des maladies mentales, et ce qui est dommage. Et mon but, notamment, et en étant là aujourd'hui avec toi, et d'ailleurs, merci pour cette invitation, merci pour ce que tu fais, d'être quelqu'un en plus doctorant en neurosciences, donc un scientifique qui a pris le temps, qui prend le temps de démocratiser toutes ces questions, d'aller aborder ces questions. Moi, je trouve que c'est vraiment un devoir qu'on a, surtout quand on vit ces questions comme moi. On doit aider les autres, on doit expliquer aux autres qu'est-ce que c'est. Pour que justement, moi, quand ça m'est arrivé, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas. Et ben moi, justement, je veux que des gens, et c'est déjà le cas, ils tombent sur mes vidéos et disent « Ah, elle a vécu ça. Je suis pas toute seule, je suis pas fou et je vais pouvoir m'en sortir. » Oui, ça va prendre du temps, mais il y a une issue à tout ça. Le cerveau, il a une neuroplasticité. C'est un organe, le plus bel organe qui existe au monde. C'est le cerveau avec tous les organes, hein, mais le cerveau, c'est divin. C'est quelque chose de, tu vois, c'est un cosmos. En fait, si on prend le cerveau, et je vais pas te l'apprendre, c'est comme le cosmos. Il y a une infinité de ramifications, une infinité de cellules. Et moi, j'ai toujours comparé le cerveau au cosmos. Donc, il y a cette capacité intérieure de reconstruire des schémas mentaux, de reconstruire ce qui a été déconstruit. Et moi, j'y crois dur comme fer, parce que je viens vraiment de très, 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 très loin, et je le dis à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, on peut se reconstruire. Ça prend du temps, ça demande énormément de ressources, ça demande à être entouré, d'être aidé par des professionnels. Tout seul, on peut pas au début. Après, l'idée, ça va être d'apprendre tout seul au fur et à mesure à l'autoparentage, ce qu'on appelle en psychologie, en thérapie, de l'autoparentage, c'est-à-dire à devenir une bonne mère ou un bon père pour soi-même. Mais ça prend des années en thérapie, ou des mois, mais non, pas des mois, je dirais des années. Je vais pas, pour moi, c'est vraiment, ça prend du temps. J'allais dire, ça dépend des personnes, mais ça prend des années, clairement. Et donc à ce moment-là, tu sais absolument pas ce qui t'arrive, voilà. Et du coup, t'as ces symptômes terrifiants. Donc comme je l'ai expliqué, hein, majoritairement c'est crise de panique, anxiété aiguë, vraiment des trucs où t'as des tachycardies. Ça arrivait à un point où je ne pouvais plus manger. C'est-à-dire que mon corps faisait de la spasmophilie. J'étais dès que j'avalais un aliment, ma gorge se contractait, voilà, et je ne pouvais plus manger. J'ai perdu 10-15 kilos, j'avais perdu énormément de poids. J'étais vraiment au plus mal. C'était vraiment une période qui a été très, très difficile. Et je suis rentrée à Paris, en urgence. Vraiment, en urgence. Je suis partie directement chez un psychiatre. Et c'est là aussi où j'aimerais en parler, c'est que il y a des grosses lacunes en termes d'accompagnement dans le psychotrauma. Il y a des grosses lacunes, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils vivent des choses très difficiles et ils sont livrés à eux-mêmes. Et la première chose qu'on me dit, c'est alors on va vous mettre sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Et les médicaments, oui, ça aide. Je respecte les traitements. Moi, j'ai toujours refusé de prendre antidépresseurs, anxiolytiques. Ça reste mon choix. Je respecte toutes les personnes qui en prennent, bien évidemment. Ça reste mon choix personnel. J'ai toujours refusé parce que je voulais pas être tombée dans de l'addiction. Parce que clairement, quand on vit l'enfer et que tout d'un coup on te sort de l'enfer, t'as plus envie de retourner dans l'enfer, tu vois. Et ça a été de l'écorcher vif, clairement. Ça a été chaque jour, ça a été un combat. Ça a été vraiment survivre, mais j'ai pas les mots. Ce que j'ai traversé à cette époque-là, c'est l'enfer, mais vraiment les flammes de l'enfer. Je dis les mots parce que c'était horrible. C'était horrible, et du coup, je prenais pas de médicaments pour faire passer tout ça. Et j'ai été accompagnée par une thérapeute qui était excellente, parce que avant ça, j'avais des gens qui me disaient, vous entendez des voix, vous avez des hallucinations audiovisuelles, sonores, machin, parce que les gens, il y a beaucoup de psychiatres ou de psychologues ou de thérapeutes qui ne sont pas au courant de la dissociation. C'est pas tout le monde n'est pas au courant, hein, c'est pas tout le monde. Même du côté du personnel soignant et des médecins en fait. Hein, les médecins eux-mêmes ne savent pas ce que c'est la dissociation, mais c'est un truc de dingue. Tu te dis, des gens qui ont fait 7 ans, 8 ans d'études ne savent pas ce que c'est la dissociation, et pourtant c'est un phénomène qui existe. C'est pas de l'ésotérisme, c'est pas des trucs je ne sais pas quoi, c'est physiologique. Ça s'explique physiologiquement au niveau du cortisol, de l'amygdale, du cerveau reptilien. C'est des choses qui sont réelles. Et il y a un manque, selon moi, d'éducation, de formation à ce sujet. Et quand tu vis ça, du coup, et c'est ce que je disais avec Pierre Guéraud, qui est devenu en même temps un ami et qui on parlait de ça, on disait, t'as les médecins qui te regardent et qui te disent, arrêtez, tout va bien, vous êtes en super forme, vos constantes, elles vont bien, vous avez fait une analyse de sang, reposez-vous, prenez un thé, une petite tisane, ça passera. Tu vois, c'est un truc de dingue. Et t'es tout seul.
t'es tout seul dans tout ça, quoi. Tu sais que tu vas devoir affronter ça tout seul. Et à ce moment-là, donc j'avais soit les gens qui me disaient on va vous mettre sous anxiolytique et antidépresseur, et d'autres qui te disaient vous êtes peut-être schizophrène. Voilà. Jusqu'au moment où je suis tombée sur Christy Laboucher, donc qui a été ma thérapeute sur 4-5 ans, et qui m'a dit alors ce que vous vivez, ça s'appelle de la dissociation. C'est votre cerveau qui veut vous protéger, qui s'est coupé finalement, qui a coupé le corps et l'esprit, la liaison finalement entre les deux, puisque les deux sont constamment liés, pour vous dire que là il y a un problème. C'est en fait le cerveau qui a tiré la sonnette d'alarme pour vous sortir d'une situation extrêmement dangereuse. Parce que la dissociation et le trauma, c'est pas forcément vivre des catastrophes naturelles, c'est pas forcément vivre des attentats, ça peut être aussi vivre des moments où l'intégrité se sent menacée, comme lors d'un viol, lors d'agressions sexuelles, lors d'une agression même corporelle. Les gens qui se font agresser dans le métro, ils peuvent vivre de la dissociation après pendant des mois, des années. C'est pas fort, ou même des fois des agressions verbales, des gens qui tout à coup vous agressent dans les mots, vous atteint votre intégrité, une humiliation, des humiliations publiques, ça peut créer un trauma et de la dissociation. Ça, c'est important de le savoir. Et pour avancer dans la chronologie. Et juste, oui. Est-ce que tu as eu à un moment donné à distinguer la dissociation de la tétanie ou simplement de cet aspect, on a parlé tout à l'heure de la normalisation. Ouais. Est-ce que tu as eu à distinguer ces trois aspects-là? La tétanie La et quoi? tétanie, la normalisation, on en a parlé. Cette période où tu faisais reporter. Et puis la tétanie, ce que les gens vont peut-être ce à quoi les gens vont peut-être se référer là quand tu parles de dissociation. Ouais. Parce que en fait, conceptuellement, ça peut être compliqué à réaliser que t'as un corps, t'as une personne qui est en face de toi, mais elle n'a pas conscience d'elle. C'est ça. Et pourtant, c'est quelque chose qui arrive après chez les enfants de jusqu'à 2 ans, 2-3 ans, où tu les mets face à un miroir. Si tu leur mets une tache sur le front ou sur le miroir, ils sauront pas si c'est sur le miroir ou si c'est sur leur front. Incroyable. Ouais. Et donc là, on peut parler effectivement. On parle pas de dissociation pour les enfants, on parle plutôt qu'ils n'ont pas conscience d'eux. Ouais. Tu vois. Et donc peut-être que les gens, ils vont justement avoir du mal à conceptualiser ça, cet état de dissociation, et ils vont se rapprocher de la tétanie. La tétanie, le fait qu'il se passe quelque chose et tu te sens incapable de réagir parce que c'est trop brusque et que tu n'as pas cette capacité à réagir, même si tu en as conscience, même si tu es conscient de ce qui se passe, t'as pas la possibilité de réagir. Donc, est-ce que tu saurais différencier les deux, toi, dans ton ressenti? En fait, je pense que la tétanie fait partie de la dissociation dans le sens où, quand il y a un danger, on hérite ça de la préhistoire, des hommes de Cro-Magnon. Quand il y avait un danger, il y avait plusieurs solutions. C'était soit prendre la fuite, soit le figement. En fonction de la situation, c'était soit... alors, il y a aussi l'attaque. Il y a trois solutions. Soit on va au combat, donc le cerveau envoie de l'adrénaline, le cortisol, pour aller au combat et être... les muscles se rigidifient, tout ça, pour être efficace au combat et se défendre, pour vaincre le danger. Soit c'était prendre la fuite parce qu'on se rend compte que le combat va mener à rien, ou sinon, effectivement, c'est le figement et la tétanie, finalement, ce fait de ce figement-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de victimes de viol qui sont dans le cas de figure numéro 3, c'est-à-dire le figement. C'est-à-dire où t'es tellement... Ton corps, en fait, comprend que c'est tellement grave ce qui t'arrive que tu ne fais rien. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi à moi. Et je pense que quand t'es dans une situation aussi grave, il y a très peu de femmes qui disent je vais prendre la fuite ou je vais me battre avec le mec. Tu vois, non, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es figé et tu te figes et tu subis. Tu vois. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, du coup, je savais ce que c'était ce figement, cette tétanie. Et surtout, la tétanie, en réalité, c'est sur un moment. Sauf que la dissociation, moi, ça a duré des années. Ça a duré, et même encore, je peux avoir des moments où je me sens un peu dissociée, et c'est OK. Et c'est ce que je disais aussi avec Pierre aussi, c'est que quand tu as vécu la dissociation, tu peux après revivre des petits moments, des moments, souvent quand tu es fatigué, etc., des moments de flottement où tu te sens un peu dissocié, tu vois, ou de déréalisation, où tu te sens un peu détaché de la réalité. Est-ce que c'est lié à un rappel? Excuse-moi, je te laisserai continuer. Oui. Juste, c'est lié à un rappel
images, sons. Non, c'est quelque plus sous chose. forme. Aujourd'hui, c'est plus sous forme de flashback parce qu'effectivement, t'as le flashback du trauma. Sauf que moi, j'estime que mon trauma, d'ailleurs, si je peux parler de tout ça, tu vois, de manière en gardant mon sang-froid, avant, j'aurais fondu en larmes, genre dès les deux premières secondes, tu vois, même avant d'avoir parlé, tu vois. Donc là, pour moi, le trauma a été digéré. Maintenant, forcément, quand t'as vécu des chocs traumatiques aussi intenses que moi, dans un contexte précaire, parce qu'il y a eu les abus, il y a eu la manipulation, il y a eu le divorce de mes parents, il y a eu, et c'est pour ça que je dis dans mon film, non pas le trauma, mais les traumas. T'as eu la guerre, t'as eu l'expérience de reporter de guerre, cette précarité là au Moyen-Orient, ce côté où tu sais pas si tu vas te prendre une roquette le lendemain, tu vois, tu sais pas, tu vois, t'as une sorte d'insécurité générale dans un pays lui-même en insécurité qui a créé ce climat un peu délétère, tu vois. Et à partir de là, le cerveau, il a vécu un choc tellement important qu'il y a des restes. Oui, il y a des restes, sauf que la thérapie et l'intégration fait que après, ben, tu sais, ok, je me connais suffisamment, je sais pourquoi je vis ça, je sais ce que c'est. Et au lieu de partir totalement en cacahuète, tu te connais. Et t'as ce parent, cette mère, cet autoparentage que tu crées dans la thérapie, où t'arrives à dire, tu deviens adulte en fait. Tu sais pourquoi t'as vécu ça et tu sais pourquoi tu réagis comme ça. Donc tu vas pas partir dans une crise de panique. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Voilà. Totalement. Et donc à ce moment-là, tu vis ça. Si on reprend dans la chronologie que t'avais, tu vis ça, tu réalises ce qui s'est passé. C'est quoi la suite pour toi? Bah la suite c'est la thérapie. C'est la thérapie, de longues années de thérapie et survivre. Là, ça est long, hein. C'était très très long. Donc du coup, donc comme je disais, je suis arrivée à 20 ans en Israël. J'ai commencé le film, j'avais 20 ans. 23 ans, je rentre à Paris, je fais cette thérapie. C'est là où il y a eu la dissociation et tout ça. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté ma thérapie. Parce que j'estimais que ça y est, c'était bon. Maintenant, c'était moi. Je reprenais le flambeau en tant que bonne mère avec moi-même, en prenant soin de moi moi-même. C'était en 2025. C'est ça, 2025. Donc de 2018 à 2025, donc ça fait 7 ans. 7 ans de thérapie et 7 ans on va dire les 4-5 premières années étaient extrêmement difficiles. Donc ça a été 5 ans de survival, 5 ans de se dire, de croire en des jours meilleurs, de se dire là, le présent, il est horrible, mais il faut que je continue à vivre parce que j'ai foi en l'avenir. Je suis certaine peu importe, enfin, même si t'y crois pas à ce moment-là, parce que tu vis tellement l'horreur, t'y crois pas. Enfin, si tu veux pas y croire, si tu souffres tellement que tu ne peux pas y croire. Quand t'es en stress post-traumatique, t'as ton cortisol du matin, dès que t'ouvres les yeux jusqu'au soir, ton cerveau qui est en alerte en permanence, qui est en hypervigilance, qui est dès qu'il y a un son, dès qu'il y a quoi que ce soit, tu sursautes. Ton corps qui est constamment tendu, tu souffres en fait, parce que l'anxiété du stress post-traumatique, le PTSD, c'est pas l'anxiété qu'on vit au quotidien parce qu'on a un examen, parce que on a le boulot, parce qu'on a les enfants, machin. Non. C'est une anxiété qui te fait mal au corps. C'est tellement intense, ton cortisol est tellement au plafond, donc le cortisol qui est l'hormone du stress, on le rappelle quand même pour tout le monde, que t'as ton corps qui souffre, t'as ton cerveau qui est quand même comme contracté. Moi, j'avais cette sensation de casque. Je le dis parce que peut-être d'autres personnes le vivent et moi, clairement, j'ai passé des IRM, j'ai passé des scanners, je voulais voir des internistes, des médecins, tu vois, qui font des recherches un peu de trucs spéciaux, non identifiés, tu vois. Pour comprendre ce qui m'arrivait, parce que j'avais cette sensation d'avoir un casque très serré en permanence sur ma tête. Et c'était cette tension, tu vois, du corps, de l'anxiété qui était psychosomatique, qui se manifeste dans ton corps et tu souffres au quotidien, tu vois. C'était juste horrible. Et je le dis parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui le vivent, différemment certainement. Mais à ces personnes, je le répète, il y a des solutions. Et justement, on va pouvoir en parler ensemble. Justement, c'est ça aussi le but. De parler de l'enfer, mais aussi de parler de comment on peut remonter de cet enfer-là. Et la thérapie, voilà. Justement. Voilà. Parce que c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que t'arrives à la thérapie, tu sors aussi le film Transthérapie. Alors pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, je continue à filmer mon quotidien,
à ce moment-là, donc le retour à Paris, puisque vraiment c'est de 20 à 25. Hein. D'accord. Donc là, il y a eu le Covid après en 2020, donc je filme le Covid, je filme mon quotidien, je prenais 25 compléments alimentaires tous les matins, parce que du coup je prenais pas de médicaments, mais je prenais beaucoup de plantes, de naturopathie dans tous les sens. Il y avait des trucs complètement dégueulasses, c'était des poudres vertes, de la chlorophylle, je sais plus quoi, tu devais le manger avec la compote. J'avais un rituel le matin, enfin je le faisais tous les jours pendant le Covid. Et j'ai encore, il y a des odeurs, tu vois, de plantes, quand je sens, là, je suis tombée sur pour l'anecdote du ginseng, rouge, ou l'ashwagandha, des plantes, tu vois, quand je les sens maintenant, oulala, mon corps, il se crispe. Ça trigger, quoi. Ah ouais, vraiment, ça me trigger, je veux même pas en entendre parler parce que ça me rappelle cette phase où je me bourrais de plantes pour essayer de réguler un peu, mais ça m'a fait du bien en soi, tu vois. Ça, d'ailleurs, on va en parler. Les plantes adaptogènes, la naturopathie, je recommande vraiment. La première chose à faire, c'est aller voir un naturopathe, quelqu'un de vraiment n'écoutez pas tous les trucs sur les réseaux et les machins parce que les gens savent pas forcément de quoi ils parlent. Les plantes sont très puissantes. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aurais pas de nom de plante. Souvent, on me demande de dire quelle plante t'as pris. Non, allez voir quelqu'un qui sait son job, il sait ce qu'il fait. Donnez-lui vraiment tout, votre profil de santé, les allergies, les tolérances, les intolérances. C'est très important parce que, par exemple, je sais pas, le millepertuis, par exemple, c'est une plante qui peut être donnée pour la dépression, mais c'est hyper puissant. Et il y a des plantes, des gens qui des fois ne le tolèrent pas, et ça peut créer l'effet inverse. Donc, faut vraiment faire très attention avec les plantes. Et voilà, c'est la petite parenthèse naturopathie parce qu'on en entend parler souvent sur les réseaux. Et du coup, donc la thérapie, ça a été la thérapie, et c'est là où moi j'aimerais aussi que tu nous parles, parce que là, j'ai l'honneur d'être avec un spécialiste, et donc je suis très contente. Si tu pouvais nous parler, toi, moi j'ai dit avec mes mots et avec le savoir que j'ai pu accumuler en me renseignant finalement par mes propres moyens sur ce que c'est la dissociation. Et est-ce que tu pourrais nous dire physiologiquement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vit de la dépersonnalisation, la déréalisation, cette sensation d'être coupé un peu de l'extérieur, quoi. Voilà. Grossièrement, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que quand tu vis de manière générale, si on prend un stress un peu moins important devant un examen, par exemple, parce que si on prend déjà cette image-là, les gens vont pouvoir peut-être s'identifier. Quand tu vis un stress devant une page d'examen, pourtant le cours tu l'as appris et tu es incapable de le ressortir. C'est parce que à ce moment-là, au moment où tu es en train de stresser, il y a tellement de signaux qui vont dans tous les sens dans ton cerveau qu'il y a un moment donné, il y a une porte qui se cloisonne et il y a des signaux qui vont passer. Donc les signaux stress, attention, là je suis devant une feuille, tu vas commencer à suer, tu vas commencer à il faut que je fuis, etc. Mais les signaux information, sortir le cours que tu as appris va être bloqué. C'est bloqué. Et donc, quand tu subis un moment de dissociation, c'est tellement fort, les signaux qui partent de ton cerveau, dans ton cerveau, partent tellement dans tous les sens et sont tellement forts qu'à un moment donné, ton cerveau te dit, si je laisse passer tous ces signaux-là, ça va mal se passer pour elle. Ou ça va mal se passer pour lui. Parce que ça va être trop d'émotions, ça va être trop une situation où elle va vouloir fuir d'une manière trop forte qu'elle pourra pas le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe tout. Elle oublie, parfois. T'en as certains qui vont totalement oublier. Blackout total sur la suite. Et donc, ça va faire une amnésie sur un long terme, tu vois. Et puis, sinon, c'est quelque chose qui va te revenir, les souvenirs qui vont te revenir petit à petit. Ou alors, tu vas prendre conscience, mais une fois que tu ne seras plus dans cette situation-là. Et c'est ce qui s'est peut-être passé pour toi. C'est exactement ça. Parce que à ce moment-là, il fallait que tu survives. Exactement. À ce moment-là, il fallait que tu survives parce que si tu fuyais, soit la personne allait faire autre chose, ou alors toi, ça t'est arrivé à un moment où tu t'es retourné dans l'environnement qui t'avait déjà traumatisé avant. C'est ça. Fallait tout couper. C'est ça. Et donc ton cerveau te dit, ok, pour la faire survivre, il faut qu'on coupe les signaux à ce moment-là. C'est ça. C'est exactement ça. Donc maintenant, une fois que tu fais cette thérapie, tu vas forcément chercher dans les souvenirs qui font mal. Présent. Exactement. Donc comment t'as survécu, comment tu survis aussi à ces situations où tu fais appel à ces souvenirs, tu fais appel à ces images, à ces mots, à cet environnement dans lequel t'étais, en termes que ça soit la ville, mais on peut aussi parler de la guerre, de tous les traumas de manière générale que t'as pu avoir.
Bah franchement, vraiment encore une fois, je reviens à la transthérapie, on le voit à la fin du film, sans spoiler, que je pense que j'ai été animée d'une force mais immense, genre infinie même. Je sais pas d'où j'ai sorti cette force, mais c'était intrinsèque à moi, c'était là. Parce que j'avais pas vraiment de ressources, j'avais pas un milieu familial très très sécurisant à ce moment-là, je vivais avec mon père, enfin j'avais pas, tu vois, par exemple, on a pu croire, je suis retournée dans ma famille qui était très soudée, j'étais accompagnée au quotidien. Non, j'étais très seule, j'avais pas d'amoureux non plus, quelqu'un de bienveillant pour prendre soin de moi. J'étais vraiment extrêmement seule dans les premières années. Donc, la première ressource, c'était moi. C'était vraiment quelque chose de métaphysique finalement. Moi, personnellement, je crois au divin. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a été donné par la vie, en fait, une force qui m'a été offerte pour survivre, justement, pour traverser ça et être encore là aujourd'hui. Parce que j'ai une pensée à toutes ces femmes qui n'ont pas, et ces hommes, bien sûr, je parle de femmes parce que je suis une femme, uniquement pour cette raison, mais toutes ces femmes, ces hommes qui ont vécu des traumas énormes et qui malheureusement n'ont pas pu continuer le chemin parce que c'était l'enfer, c'était trop l'enfer, et qui n'avaient pas les ressources à la fois familiales ou même financières, parce qu'il faut la payer la thérapie. Bien sûr. C'est un coût. Et j'ai eu la chance de pouvoir la financer et qui n'ont pas eu ces coups de pouce. Et voilà, parce que finalement, j'ai eu quand même des coups de pouce dans cette solitude, tu vois. Et j'ai vraiment une pensée très, très sincère pour toutes ces personnes parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Ouais. Et il faut aussi peut-être cet ancrage. Je sais que j'ai eu quand même beaucoup d'amour en tant qu'enfant. J'ai eu énormément d'amour. Ma mère était quelqu'un toujours d'ailleurs de très affectueux, dans l'amour, l'abondance de l'amour. Et ça a été un terreau pour moi qui m'a permis de sortir de renaître de mes cendres. Vraiment, ça a été cette sorte d'eau là qui arrose la petite plante qui a complètement brûlé et qui lui permet de revivre, tu vois. Il y a ça, et puis il y a ma famille aussi à distance quand même, ça joue. Et après j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse cette fois-ci pour de bon, parce que avant ça il y avait rien de très finalement très fiable ou très très sain finalement. Le premier amour, comme je l'ai dit, c'était pas ça, tu vois, c'était plutôt dans un sens. Et c'est vrai que l'amour m'a beaucoup aidée. Est-ce que finalement, sortir ce film, c'était une sorte de thérapie, justement, pour toi? Complètement. Complètement. Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. En fait, ce qui est assez dingue dans ce film, c'est que ça a été un film prémonitoire, dans le sens où je l'ai appelé transthérapie avant que je réalise que j'avais vécu un trauma. D'accord. C'est assez dingue. C'est-à-dire qu'en fait, mon conscient ne savait pas, comme je te l'avais expliqué, que j'avais vécu un trauma. Par contre, mon inconscient le savait. Et c'est mon inconscient qui m'a fait appeler ce film transthérapie. Et c'est dingue, ça montre, pour moi, c'est la preuve vraiment qu'on a vraiment ces deux sphères, le conscient et l'inconscient. La transthérapie en est la preuve, parce que comme je trouve ça assez dingue, tu vois, c'est genre moi, quand j'ai commencé le film, j'avais pas vécu de traumatisme, j'avais pas vécu de blessure. Quand il y avait cette normalisation de ce que j'ai vécu. Ouais. Et pourtant, je me suis dit, je vais l'appeler transthérapie. Mais thérapie, pourquoi? Puisque j'ai rien vécu, tu vois. J'ai rien vécu de grave enfin, pour moi, tout est normal. Et donc, au début, quand je l'ai filmé, c'était juste parce que je trouvais ça extraordinaire, comme je disais, ce que je vivais. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait un témoin, quelque chose qui reste de tout ça, tu vois. Et au fur et à mesure, après, la thérapie, ça a été plus la découverte de la bohème, ce mode de vie un peu particulier, où tu guéris, je dirais, un peu du mode de vie occidental, où là, c'est la course, la course, la rat race, tu vois, où t'es tout le temps en train de courir, et où tu vis pas. Ça a été la thérapie par ça, tu vois, de réapprendre à vivre. Ouais. Et puis après, il y a eu la thérapie, effectivement, la vraie thérapie, où là, c'est se soigner d'un trauma. Et le film m'a accompagnée tout du long, clairement, puisque de 20 à 25 ans, tu vois. Donc oui, je l'ai arrêté. Il y a eu encore la suite, finalement, de la thérapie. Ça a continué après, clairement. Parce que souvent, les gens me demandent c'est quoi la suite après transthérapie. Et donc, la suite, c'est continuer à guérir et rebondir et continuer à faire des signes, quoi. Ouais. Mais oui, clairement, ça a été un outil thérapeutique, filmique. Et même avant ça, d'ailleurs, les gens pourront aussi le voir dans transthérapie. Et tu l'as dit aussi, que t'as pas mal bougé.
que tu as pas mal bougé de pays en pays. Déjà, tu as commencé par partir de l'Occident, on va dire, pour aller vers les États-Unis, New York. Ouais. Et ensuite, tu as bougé, ensuite Moyen-Orient, etc. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tous tes mouvements, c'était pour essayer de trouver quelque chose ou plutôt pour essayer de fuir quelque chose? C'est rigolo comme question. Je pense que c'était de la fuite. À 18 ans, je pense que c'était de la fuite. Mais j'ai jamais vraiment compris ce que... Peut-être les deux en réalité, parce que quand je suis partie aux États-Unis, j'ai jamais vraiment compris, parce que pour le coup, là, mes parents n'étaient pas encore séparés. Et j'adore ma famille, je l'adore toujours. J'ai toujours été très, très famille. Et du coup, je sais pas. C'est une question encore. Hein. Vraiment, je sais pas. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui veut se dépasser. Ouais. Il y a une notion de dépassement. Et d'ailleurs, dans le film aussi, il y a cette scène où je dis, j'ai dépassé la frontière. Et quand je dis j'ai dépassé la frontière, donc dans le film, c'est la frontière géographique entre les pays. Mais en réalité, c'est la frontière, c'est les limites, en fait. Ça fait partie de ma personnalité de dépasser mes limites. Mais avec tout ce qui est arrivé, tout ce qui m'est arrivé, j'ai appris à aussi connaître mes limites et à les respecter. Parce qu'on a tous des limites, tu sais, dans les pubs, on veut nous faire croire, vous n'avez pas de limites, vous êtes sans limites. Non, non, c'est n'importe quoi et c'est même néfaste de dire ça, tu vois. Ouais. On a des limites, il faut apprendre à les connaître. Mais pour apprendre à les connaître, il faut aussi les dépasser parce que sinon, tu peux vivre dans la passivité et pas te surpasser, te dépasser justement et te transcender également, tu vois. Ouais. Et le dépassement, je pense que c'est ça qui... Donc, est-ce que le dépassement, je crois que c'est ni une fuite ni une quête, c'est un état en fait, hein, c'est une mentalité. Et parce que tu as parlé d'amour aussi tout à l'heure. Ouais. Ah oui, l'amour, oui, effectivement. Oui. Quand maintenant tu rencontres des gens, tu as rencontré l'amour, qu'est-ce que ça t'apprend finalement? Parce que tu as dit aussi tout à l'heure que tu étais quand même dans un environnement familial où on t'a apporté de l'amour. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, maintenant que tu reçois un amour qui est différent que celui de tes parents, quelque chose que tu n'avais pas avant. Tout à fait. Qu'est-ce que ça construit chez toi? Alors, juste pour resituer, c'était donc en 2019 que j'ai rencontré cette personne. Donc ça date déjà. Hein, mais c'est en 2019 effectivement où j'ai vraiment découvert l'amour, qui n'est pas effectivement l'amour des parents, qui est pas l'amour malsain de manipulation, qui est pas l'amour dans un seul sens, l'amour qui est vraiment dans les deux sens. Et moi, je pense que l'amour, c'est une force. Pareil, ça fait partie des forces immenses, infinies. Pour moi, selon moi, il y a des ressources qui sont infinies. D'ailleurs, dans le bouddhisme aussi, on le dit. Dans l'être humain, il y a justement la foi qui est infinie, l'amour qui est infini, et aussi, je les ai pas tous en tête, mais il y a des qualités humaines qui sont infinies, qui n'ont pas de limite. Et l'amour en fait partie. Ça peut guérir du pire. Et c'est une ressource immense. Immense, immense. Et sans amour, c'est vrai que c'est compliqué de... Peu importe quel amour, hein, ça peut être l'amour d'un animal aussi, hein, l'amour d'un animal, l'amour de la nature. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un amour avec un être, je pense. L'amour partagé avec un être humain ou pas humain. La communication de cet amour et cet échange, tu vois. L'ocytocine, tu vois, cette hormone de la tendresse. On a besoin de douceur en tant qu'être humain. On a besoin de tout le monde, peu importe l'âge, le genre et le passé. Tout le monde a besoin d'amour et surtout ça guérit quoi. L'amour peut, tu vois, t'as ton pot qui est complètement cassé, bah l'amour il a la capacité de tout recoller quoi. Ouais. Pas que, hein, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme on dit. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé avec la ressource personnelle. Parce que tu m'as demandé comment j'ai guéri. C'est les ressources personnelles, aller retrouver, aller chercher ces ressources personnelles. 2, l'amour, mais le vrai, un amour qui est sain, qui est bienveillant. Et 3, je pense que c'est du coup la thérapie, donc c'est-à-dire aller faire appel à des professionnels de santé qui sont vraiment qualifiés, trouver cette synergie avec son thérapeute où on se sent en confiance totale. Il faut, s'il y a même une once de doute, de méfiance, ça marche pas. Ouais. Surtout quand on a vécu un trauma, il faut qu'il y ait une confiance infinie où on peut décharger totalement les choses les pires finalement et où on est le plus vulnérable. Et à partir de là, on peut évoluer. Et c'est là où j'aimerais discuter avec toi des différentes voies thérapeutiques. Alors, donc je pense que tu dois connaître. Moi, personnellement, j'ai commencé avec de l'EMDR,
Et ça pourrait être intéressant que tu nous expliques, par exemple, on va faire peut-être thérapie par thérapie, comment le MDR finalement peut soigner le trauma. Parce que toi, tu l'as fait dans quel cadre? Certes, pour construire ton... Avec une psychologue clinicienne. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a été... où est-ce que ça t'a amené, toi, cette tâche? Le MDR, en fait, je trouve que c'est une thérapie qui est particulièrement adaptée pour aller cibler vraiment des événements. C'est-à-dire qu'il y a des événements traumatiques. Donc, juste pour rappeler, le MDR, c'est ce mouvement oculaire qu'on fait entre la droite et la gauche pour activer le lobe droit, le lobe gauche. Et ça permet d'une sorte de digestion des informations, si je vulgarise un peu le concept. Et ça m'a été très utile pour aller digérer des événements ponctuels, donc des faits. Mais ça n'a pas suffi parce qu'après il y avait ce sentiment d'insécurité globale et la dissociation qui perdurait, même si on avait vu et revu les événements traumatiques. Et je trouve que du coup les thérapies qui ont été complémentaires, c'est l'ICV, l'indice de cycle de vie, où en gros le thérapeute va vraiment lire toute la vie, tous les événements finalement majeurs de la vie, pour que le cerveau puisse se recréer une ligne temporelle et pas rester bloqué sur l'événement traumatique. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a le brain spotting aussi, où c'est une thérapie qui vise à décharger. Donc tout ça, c'est de la neuroscience. On est au cœur de ça, et c'est pour ça que je suis très contente d'en parler ici, dans le centre de psychiatrie et de neurosciences, l'institut de psychiatrie et de neurosciences de Paris, avec Durcia aujourd'hui. Et donc pour revenir sur ce brain spotting, l'idée, c'est on va aller décharger toute l'émotion, c'est-à-dire qu'on va le thérapeute nous fait voir en fait un point visuellement, et en fonction de où on regarde, ça peut aller activer des émotions. Et l'idée, c'est de rester sur ce point et aller chialer complètement, décharger vraiment toute l'énergie négative pour décharger la quantité émotionnelle que le cerveau conserve finalement ancrée dans sa mémoire cellulaire. Il y a ça, le brain spotting, et après il y a eu l'hypnose PTR. C'est pas l'hypnose classique. C'est une hypnose qui vise à réassocier finalement le corps et l'esprit. À chaque fois, j'oublie, je crois, l'hypnose PTR, c'est l'hypnose post-traumatique réassociative, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de la réassociation. C'est l'inverse de la dissociation. Et l'idée, c'est vraiment, c'est une hypnose qui est conversationnelle, qui est très dynamique. C'est pas juste l'hypnose où, en fait, il y a que moi qui parle. C'est vraiment le thérapeute qui nous guide. Et ça vise à utiliser la dissociation, donc on se dissocie mais volontairement dans un cadre sécuritaire pour laisser sortir finalement tout ce qui n'ose pas sortir quand on est dans la conscience et les réintégrer. Et moi c'est vrai que je suis tombée pareil sur une thérapeute extraordinaire qui m'a aidée et voilà, au bout de 7 ans t'arrives à te reconstruire, à te reforger une identité, à retrouver ton identité, parce que finalement tout ça, l'essence même de soi, elle est toujours là. Elle disparaît jamais. Mais après, il peut y avoir des voiles qui se déposent dessus. Et du coup, on oublie qui on est. Mais sachez que votre identité, elle sera toujours là. Elle bouge pas. Par contre, oui, il y a un cheminement pour retrouver qui on est. C'est clair. Ton cerveau et ton corps parlent avant même que tu puisses ouvrir la bouche. Ce qui fait qu'il y a certaines choses, certaines émotions, certaines périodes qui restent imprégnées dans ton corps sans même que tu ouvres la bouche. Ce qui fait que il y a un comportement qui va se dégager lié à quelque chose du passé, même si parfois toi t'en as pas conscience, même si parfois les gens se disent ça c'est futile, c'est un acte où j'ai pas fait attention à ça, donc j'ai fait ça mais par inadvertance, etc. C'est quelque chose qui va quand même parler pour toi. Donc quand on suit le regard là où les yeux vont partir, c'est aussi comme ça qu'on a pu établir que si quelqu'un regarde vers là, c'est parce qu'il est sûrement en train de mentir, ou alors c'est parce qu'il est en train de chercher ce qu'il est en train de dire, etc. Oui, c'est vrai. Ça marche pareil, c'est du eye tracking. Ouais. C'est traquer le mouvement des yeux. Exact. Et donc, si tu abordes un sujet et que la personne bouge ses yeux d'une manière différente, de telle ou telle manière, tu vas pouvoir savoir si tu as touché quelque chose important pour elle, ou qu'elle en ait conscience ou pas. Ouais, c'est ça. Et ensuite, si on passe au brain spotting, là, ça va être effectivement, si tu te rends compte, on pourrait presque dire que c'est un continuum. Parce que tu pourrais te dire,
ok, si dans le eye tracking, la personne a regardé là, et que dans le brain spotting, tu arrives à trouver un spot où la personne arrive à délivrer une émotion, à se, comment dire, on va dire se relâcher, plutôt son cerveau arrive à se relâcher et se dire, ok, tu vas pouvoir aller dans le continuum et te dire, on va aller chercher plus loin sur cette émotion-là que tu es en train de ressentir. Tu ressens de la peur. Ok, pourquoi tu ressens cette peur-là? Aller plus loin encore. Pourquoi cette peur-là te fait pleurer? Où est-ce qu'on va aller comme ça? Tu vas de plus en plus profond dans ces émotions négatives, justement pour essayer d'en trouver la source réelle. Et après, on passe à l'hypnose, où l'hypnose, souvent on va penser à l'hypnose comme ce que va faire Mesmer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'on va donner là. Ce qui n'a rien à voir, hein, vraiment rien à voir. C'est totalement différent parce que là, Mesmer ou les autres hypnotiseurs vont parler directement à l'inconscient et te faire des choses dont tu es conscient. Au moment où tu le fais, tu en es conscience, mais c'est ton inconscient justement qui a pris le pas sur ton conscient. C'est ça. Alors que là, quand tu fais de l'hypnose thérapeutique, souvent on va te demander justement, on cherche à ce que tu restes pleinement conscient. Ouais. Tu restes pleinement consciente de ce qui se passe autour de toi quand même. Exactement. Tout en allant chercher dans des souvenirs. Et parfois, on va te demander plutôt d'imager certains souvenirs par d'autres choses pour que ça soit parfois plus digeste, plus visuel pour toi aussi. Tout à fait, ouais. Et ça puisse avoir ce détachement parfois aussi émotionnel, on va dire, qui est recherché pour que tu puisses aller pointer du doigt un événement qui t'a fait mal auparavant et ensuite rappeler ces émotions et ensuite traiter ces émotions qui sont revenues à la surface. Mais moi, j'ai une question à te poser très sincère pour tout le monde. Je pense que tout le monde se pose cette question. Moi, je pense qu'avec mon cheminement, j'ai pu y répondre. Mais est-ce que le cerveau peut guérir? Est-ce que... La question, elle est très simple. C'est une question très simple. Ouais. Est-ce que le cerveau peut guérir de tout? Je parle pas des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, la bipolarité, qui sont des maladies mentales malheureusement irréversibles, qui demandent un traitement à vie. Je crois même qu'il n'y a pas de voie d'amélioration ou peut-être de stabilisation, mais je crois qu'au niveau neuronal, il n'y a pas de... Voilà. Non, je parle donc de ce genre de choses. Donc, est-ce que le psychotrauma, voilà, est-ce qu'on peut guérir totalement d'un trauma? Je pense que plein de gens aimeraient te poser cette question aujourd'hui. Donc, je la pose. Je pense que c'est quelque chose auquel tout un chacun peut répondre. Toute action a forcément des conséquences. Bien sûr. A forcément des répercussions. Et aujourd'hui, si tu vis un trauma, d'une manière ou d'une autre, après, ça dépend ce que tu entends par guérison. Si guérison, pour toi, c'est oublier et que ce trauma n'existe plus au niveau de ton cerveau, au niveau de ton corps. Non. C'est pas possible. Ça, c'est même pas la peine. Puis c'est pas le but. Le but, c'est d'être conscient de son histoire. Exactement. Sinon, c'est la roue qui, c'est pareil. Tu es dans le déni, donc tu te dissocies, t'es pas en accord avec toi-même. Non, quand je parle de guérison, je parle de retrouver une vie normale, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Et justement, c'était aussi une de mes questions. Parce qu'aujourd'hui, retrouver une vie normale, tu peux retrouver une vie normale après un trauma. Normal, ça veut dire que tu arrives à t'intégrer dans une société, dans un environnement, dans un cadre. D'être heureux, en fait, aussi. D'être heureux. D'être bien, en fait, dans ta peau, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est parfaitement possible. Évidemment, tu auras toujours des séquelles, on va dire, de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est intéressant, je pense. Des séquelles, c'est-à-dire des séquelles, en fait. Voilà. Le fait de... Il y a certains sujets qui vont plus te toucher. Bien sûr. Que ça, par exemple ça. Si on parle de l'affaire Epstein, ça va plus te toucher que quelqu'un d'autre. Tout à fait. Forcément. Tout à fait. Ça, pour moi, c'est une séquelle. D'accord. Parce que ça te fait porter attention à d'autres choses. Bien sûr. Auxquelles tu n'aurais pas forcément porté attention si tu n'avais pas subi ça. Ou de nouveaux comportements aussi, par exemple la susceptibilité ou le fait que tu vas surréagir à certaines situations, ce qui est encore. Ou à certaines blagues, parce que tu as des potes qui vont faire cette blague-là. Ah oui, non, si tu n'étais pas dans cette situation-là, tu vas dire c'est ça. drôle, ok, second degré. Ouais. Mais en fait, si tu es passé par cette situation-là, une séquelle, c'est tu ne vas pas rigoler à cette blague. Tout à fait. D'accord, tu le vois comme ça, séquelle, d'accord.
Tant que je pense que les gens qui vivent, qui ont vécu l'enfer du stress post-traumatique et de la dissociation se disent que tant que c'est que ça va. Je pense que c'est ce que se disent les gens. Parce que forcément, c'est comme un animal qui a été blessé, qui a été attaqué. Après, il va plus être pareil, tu vois. Il va être plus méfiant. Il y a certaines zones qu'il faut pas toucher, tu vois. C'est pareil. L'être humain, je pense que, forcément, une fois que t'as été brûlé, tu fais attention de ne pas te brûler 2 fois, c'est normal, quoi. Mais en tout cas, est-ce que tu partages, toi qui es donc spécialiste dans la neuroscience, que le cerveau a cette capacité fabuleuse de se de se remodeler, de se réinventer. Totalement. Et jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a des actions que les gens, par exemple, mieux manger, prendre des oméga 3, faire du sport? Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Déjà, donc première question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Et est-ce que tu as des conseils à nous donner pour entretenir cette neuroplasticité? Justement, neuroplasticité, tu en as parlé aussi tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qui est présent à tout âge. À tout âge, jusqu'à la date de ta mort, si tu vis jusqu'à 100 ans. Évidemment, ça va diminuer au cours du temps. Logique. Bien entendu, parce que tu as aussi la neurodégénérescence qui vient se rajouter à tout ça. Mais c'est quelque chose qui est possible à tout âge. T'es plus neuroplastique durant ta maturité cérébrale, durant le processus de maturité cérébrale. Donc, on en a parlé tout à l'heure, jusqu'à 25 ans. Et donc, aujourd'hui, si tu veux avoir cette neuroplasticité, évidemment, il va falloir mieux manger. Voilà. Tu as des médecins qui en parlent très bien sur les réseaux. Et puis, tu vas avoir du sport. Le sport, évidemment. Le sport augmente la neuroplasticité. Avoir une activité sportive te permet d'être mieux dans ta tête et te permet justement de favoriser une certaine activité cérébrale. D'accord. Avoir de l'activité sociale, la sociabilité, aller dans un bar, parler avec des gens, aller s'ouvrir au monde de manière générale, te permet une meilleure activité cérébrale aussi. De maintenir aussi cette activité cérébrale plus longtemps. Une personne qui est malade, qui se trouve dans une maison de retraite, plus personne ne va la voir, etc., elle va plus dépérir qu'une personne qui entretient une activité sociale avec d'autres personnes. Bien sûr. Aussi âgée qu'elle soit, si elle discute avec d'autres personnes âgées ou d'autres jeunes, si elle voit du monde, si elle voit des gens interagir aussi entre eux, l'activité cérébrale est meilleure. Ça entretient en fait. Exactement. C'est entretenu, et si c'est entretenu, ça veut dire qu'il y a plus d'informations qui entrent dans le cerveau, qui ressortent du cerveau. S'il y a plus d'informations qui entrent et ressortent dans le cerveau, tu as la création de plus de synapses. Tout à fait. Et la création de plus de synapses, c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. D'accord, en fait, c'est comme un muscle, quoi. Enfin, c'est totalement t'entretiens, tu muscles, tu crées des nouveaux circuits neuronaux pour avoir plus de neuroplasticité et notamment par l'activité cérébrale, l'interaction, l'activité tout court, en fait. L'activité tout court, quel qu'il soit, n'importe quelle nature, physique, sociale, et évidemment la nutrition. Ah oui, non, mais c'est clair. Il faut donner des vitamines au corps, il faut donner du sucre au corps. Tout est une question de dose, évidemment. Bien sûr. Mais tous les nutriments sont nécessaires pour que le corps puisse bien fonctionner. Bien sûr. Carrément. Et donc ça, si t'es mieux nourri, t'es mieux dans ta tête. Si t'es bien dans ta tête, t'es sans doute bien dans ton corps. Bien sûr. Corps. Et l'inverse, c'est vrai. Si t'es bien dans ton corps, t'es aussi bien. Oui, mais ça va ensemble. C'est un mariage, en fait. Moi, je parle de mariage, le corps et l'esprit. D'ailleurs, on le sent tout de suite quand les deux sont déconnectés. Donc, totalement. Totalement. Et justement, là, c'était une question que je voulais te poser aussi. C'est que toi, une fois que tu te reconstruis, justement, comment tu te dis que aujourd'hui, je peux avoir une vie normale? À quel moment tu as réalisé que tu pouvais avoir une vie normale? En fait, la vie normale, je l'ai récupérée dès le début. Je me suis forcée à l'avoir. C'est pour ça, quand tu m'as dit vie normale, c'est l'activité sociale, machin. Alors, c'est vrai que pendant les premières années, vraiment la première année, je sortais pas parce que je faisais des crises de panique tout le temps. C'était impossible. Impossible. Mais je me suis forcée très vite à sortir, à aller travailler, à sortir en soirée, voir du monde. Et je me suis forcée, même si des fois j'étais en pleine crise de déréalisation, je voulais le faire parce que je savais que c'était que comme ça que j'allais m'en sortir.
Et d'ailleurs, j'ai pas été hospitalisée. Et en réalité, vu l'intensité des choses, je pense que normalement, il aurait fallu que je sois hospitalisée. Mais être hospitalisée, ça aurait été être mis sous traitement certainement Bien médical. Et je voulais pas ça. Moi, je voulais vraiment m'en sortir avec mes propres ressources, me battre. Et du coup, déjà, c'était reprendre une vie normale dès le départ. C'est-à-dire, je parle socialement. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment indiqué que la page était en train de se tourner, puisque c'est quand même, c'est de longue haleine, hein, c'est des pas même pas de fourmis, quoi, que tu fais au jour le jour. C'est très très long. Le cerveau et la nature prend beaucoup de temps à se reconstruire. Une forêt, on voit, ça prend des années quand elle a été brûlée. Alors que voilà, on voit les arbres, on dirait c'est hyper puissant, mais non, ça prend très longtemps. Donc la nature prend du temps. Il faut accepter ça. Parce que tous moi je dis charlatans, clairement j'ai pas honte à le dire, il y a des charlatans, des gens soi-disant qui vendent des thérapies courtes, qui ça vaut très cher en plus, et qui te vendent qu'en quelques mois tu seras guéri de ton trauma. Et ils ont pas peur de le dire. Et moi je me suis confrontée à une de ces personnes, carrément je me suis déplacée, je leur ai dit les 4 vérités, parce qu'ils m'ont mis en danger, parce que ces gens-là m'ont dit il y avait pas de problème, il y a pas d'urgence, et du coup j'ai traîné au lieu de rentrer à Paris alors que j'étais en pleine crise dissociative. Je devais rentrer à me dire « Oh non, il n'y a pas de problème, vous allez faire un peu de respiration, vous allez bien manger, vous reposer, ça ira mieux. » Et cette personne, ça a été non-assistance en personne en danger, alors que c'est soi-disant un cabinet qui est connu de thérapie, un cabinet de thérapie, de psychothérapeute, pas clinicien du coup, mais de thérapie, à Paris, qui sont connus, qui ont un site web officiel et tout, et qui m'ont mis clairement en danger parce que ces gens-là n'avaient pas vu l'urgence et n'avaient pas vu finalement que j'étais en plein PTSD en fait, tu vois. Oui, donc la vie normale, comme je disais, je l'ai eu d'ores et déjà. Par contre, effectivement, je pense que en fait, tu comprends que ça va mieux, que tu peux tourner la page au moment où les symptômes s'amoindrissent au fur et à mesure. Parce que je disais, voilà, ça prend du temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça prend énormément de temps. Et ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire parfois 10 ans, tu vois. Et moi, je pense vraiment au moment où je me suis dit, en fait, c'est le moment où je me suis dit, je peux mettre en pause ma thérapie. Ce moment où je me suis dit, c'est bon, il y a encore du travail, il y aura toujours du travail de toutes les manières. Je pense que le bien-être, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, tous les jours. Pour être bien dans sa peau, pour être heureux, c'est pas un acquis. Ça peut du jour au lendemain, tu sais, t'as une super journée, puis le lendemain, t'as une journée de merde et c'est horrible et ça se travaille. Voilà, c'est des choses qui se travaillent au quotidien. Mais par contre, le moment où je me suis dit, je peux mettre en pause ma thérapie, ça veut dire, j'ai les clés. Je sais comment prendre soin de moi. Je sais comment continuer à guérir, continuer ce cheminement pour retrouver une vie totalement épanouie. Aujourd'hui, si tu pouvais délivrer un message à une personne qui est passée par où t'es passé, ou qui est en train de passer par où t'es passé, mais qui se tait, qui reste dans le silence, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà qu'il y a une issue. Il y a une issue. Parce que dans ces moments-là, quand tu vis, voilà, comme je disais, tous ces symptômes liés au post-trauma, tu vois pas la fin. Moi, à chaque fois, et personne n'avait de réponse parce que tu peux pas demander à ton thérapeute est-ce que je vais m'en sortir, est-ce qu'un jour je vais guérir, parce que il a pas la réponse. Et s'il te dit oui, pareil, c'est un charlatan parce qu'il c'est pas Dieu, en fait, il peut pas savoir. Personne n'a cette réponse. Seul ton toi du futur peut te dire bah ouais, regarde, là je suis sur la plage en train de kiffer et je vais mieux, tu vois. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est, et je l'ai dit tout à l'heure finalement, c'est que oui, il y a une issue, il y a un avenir. Parce que moi vraiment la sensation que j'avais, c'était d'être bloqué dans le passé, bloqué vraiment dans une sorte de cadre spatio-temporel où il y a pas d'avenir, il y a pas de futur, c'est que passé, il y a pas de présent. Et les deux temps là, futur et présent, n'existent pas, c'est passé. Et donc, tu ne vois pas l'avenir. C'est bloqué comme si tu avais des œillères, une visière qui bloquait finalement l'horizon. Donc, la chose que j'aimerais dire, c'est vraiment, il y a un avenir. Même quand on vit des traumas très lourds, il y a une suite. Il y a l'avant et l'après. L'après existe, en fait. Et de garder espoir, moi aussi, j'ai vécu l'enfer, mais on peut sortir de l'enfer. Même quand on est dedans, il faut savoir se rappeler qu'il y a une issue. Qu'il y a une échelle, cette petite échelle qui est très, 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 très longue, mais qui peut nous mener vers le ciel, en fait, vers le bonheur et des jours heureux. Voilà. Merci beaucoup, Cindy. Merci à toi. C'était un super moment. On a parlé longtemps. Ouais. Ça fait quoi, 2-3 heures Au moins 2 heures. 2 heures, moins 2 heures. C'était long, mais on avait des choses à dire. Donc, j'espère que ça plaira à tout le monde et que ça servira au grand nombre. Voilà.
Bah, merci beaucoup Cindy, c'était un plaisir de pouvoir écouter ton histoire. Également. Et merci d'avoir pu te délivrer et livrer ce que tu avais vécu avec nous. Et bah, plaisir partagé. On finit par un clap. Un petit clap. On était hyper synchro au deuxième clap. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc j'espère qu'on le sera tout autant à la fin. J'espère aussi. 1, 2, 3. Oh, c'était magnifique. Magnifique, c'était vraiment, il n'y avait pas eu un décalage, Totalement. fraction de seconde. Ah non, vraiment magnifique. Bah, ça montre que jusqu'au bout, les fréquences passent. Exactement.